Cet épisode des Bons Dimanches vous est présenté par une myriade de commanditaires tout aussi incroyables les uns que les autres, à commencer par la compagnie Fortem, qui construit des chaises roulantes adaptées spécialement pour l'entraînement physique. La compagnie Fortem, F-O-R-T-E-M, allez sur Facebook, googlez-les, ils font un travail incroyable. Il y a aussi la compagnie Chef Maison, qui est un traiteur de plats cuisinés qui livre ça à domicile à Montérégie et sur la rive sud de Montréal. Chef Maison, Google, Facebook. L'Atelier Sushi, un beau petit restaurant traiteur à Sainte-Thérèse. C'est des jeunes chefs qui s'inspirent des plats asiatiques et d'ici, puis ils créent des saveurs fusion là-dedans. Il y a des sushis, des plats réinventés. C'est des gars complètement capotés. Vous allez triper. L'Atelier Sushi à Sainte-Thérèse. La Caravane de Merlin sur Etsy, une jeune dame, une jeune compagnie qui crée des bijoux à partir de fleurs séchées que vous avez à la maison. Vous lui amenez ça, elle vous fait un bijou. C'est incroyable. Allez sur Etsy, la Caravane de Merlin. Les nettoyages DC+, qui sont spécialisés dans le nettoyage de climatiseurs mural. Donc, avant que l'été arrive, que tu startes ton climatiseur parce qu'il fait 1000 degrés dehors, tu appelles nettoyage DC+, ils vont nettoyer ça clean. Tu n'auras pas de petites particules en suspension ou une odeur de crème. Je vis-tu dans une vieille botte, moi? Nettoyage DC+. La compagnie Ta Gueule Communication. Ta Gueule Communication, j'adore le titre. C'est une compagnie qui est basée à Amos, mais c'est une compagnie qui travaille sur le net. Fait que, tu sais, Amos ou Dubaï, c'est la même chose. Ils sont spécialistes en design graphique, gestion de communauté, conception de sites web, puis tous les petits à côté communicationnels auxquels on pourrait penser. Ta Gueule Communication. Entretien Royal Performance qui offre des services de gestion et d'entretien d'immeubles commerciaux dans la grande région de Montréal et dans le Bas-Saint-Laurent. Gestionnaire immobilier, optimisation des revenus, travaux de maintenance, services d'entretien de plancher de grande surface, décapage, cirage, némite, ils font tout. Entretien Royal Performance. Et bien sûr, il ne faut pas oublier notre commanditaire principal cette semaine qui est l'eau. L'eau, sans qui on serait tous morts. Et maintenant, on part le générique. Yeah! Alors, bon matin, bon midi, bonsoir, bonne nuit tout le monde, peu importe à quel moment vous regardez cet épisode, c'est un bon moment pour le faire. Bienvenue au Bon Dimanche, ce podcast gourmand où je reçois deux invités autour d'un bon repas et on jase et tout ça. Évidemment, dans les contextes COVID qu'on connaît, je fais livrer de la bouffe chez mes invités, mais pas par n'importe qui, par le traiteur Olive Orange qui nous fait des repas custom à chaque semaine. Une affaire de fou. Aujourd'hui, on mange des hot chicken, on mange la tarte au sucre, c'est fou raide. On va ajouter la vidéo. J'ai tout filmé ça avant de manger pour que ça paraisse bien. Et aussi, un beau merci à notre commanditaire, le Coureur des Bois, qui nous a fait des délicieux breuvages pour rincer tout ça. Alors aujourd'hui, je dois admettre que je suis à la fois fébrile et très heureux de recevoir mes invités. Ça fait quelque temps qu'on se parle de faire le podcast. Ça n'a pas marché. Après ça, j'ai arrêté de le faire. Puis là, j'ai recommencé puis ils ont accepté de venir. Je suis très, très, très content d'accueillir deux gars par qui j'ai été un peu par la bande élevée, entre guillemets. On comprendra pourquoi lors des discussions. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je reçois nul autre que Yves Pépétier et André Ducharme, mesdames et messieurs. Wow! Hey, bonjour, les gars! Yves, comment ça va, Yves? Fait longtemps que je t'ai pas vu, Yves. Fait longtemps, certain. Ben oui. Ouais. Excuse-moi, Simon, parce que je suis en train de manger. Je te reviens Ben de oui, manger. c'est ça le concept. Mais c'est parfait. J'aime que ça commence de même. Des fois, il y en a qui sont comme gênés de mais des fois, genre là, eux autres, ils sont. Hein? On mange aussi. C'est pas Ouais, un hot chicken, c'est hot chickens. Il y en a plus, c'est toute la. Il y a beaucoup de poulet là-dedans. C'est hot poulailler. Ouais, c'est le poulailler au complet. En fait, c'est carrément un pain dans lequel on a mis un poulet entre les deux. C'est carrément le pain entier. Oh, et Yves, Une bonne bière après la messe. Hein? Après la messe, une bonne bière, tout le temps bon. Bon, même pendant, idéalement, ou avant, ça fait toujours bien. Alors, messieurs, bienvenue au Bon Dimanche. Vous vous êtes consulté, parce que souvent, moi, je demande aux gens qu'est-ce que vous aimeriez que je vous prépare, puis vous êtes parlé avant pour m'envoyer des suggestions communes. Alors, pas chacun vos suggestions communes, et il y avait hot chicken là-dedans. Est-ce que vous êtes liés d'une quelconque façon par le hot chicken, Yves et André? Est-ce qu'il y a une histoire derrière le hot chicken? Ou c'est juste que vous avez un commun accord que c'est un comfort food que vous avez? André, c'est quel épisode d'un souper presque parfait, sur le hot chicken? Le hot chicken, j'en ai pas vu souvent, et sérieusement, à USPP, mais Yves et moi, on a grandi à peu près dans le même genre d'environnement. On est tous les deux des enfants de la banlieue. Moi, je suis de la banlieue sud, lui de la banlieue nord, Laval-Longueuil. Mais je pense qu'on a dû manger pas mal les mêmes affaires quand on était jeune. Est-ce que je me trompe, mon Yves?
Écoute, j'ai pas vérifié ton estomac et ton système digestif, mais je crois que oui. Je pense que oui, hein. Fait que c'était ça. Qu'il y avait des références. À chaque fois qu'on écrivait des sketchs, il y avait des références culinaires. Hein, c'était pas mal. C'est dans l'époque aussi. Moi aussi, j'ai été élevé avec des hot chicken. Puis j'ai été élevé aussi par RBO. C'est pour ça que je disais tantôt j'étais fébrile puis que j'ai été un peu élevé par vous. Parce que t'excuse. Ou pas. Ça a sûrement créé des bons et des mauvais côtés de moi. Surtout des bons. Mais je dis élevé parce que moi, mon père est un fan fini de... Oui, et il y a tout un problème? On t'a très bien élevé, Simon, parce que, je vais te dire une affaire, j'ai une très grande admiration pour ce que tu fais. Je t'ai vu à l'heure dans des clubs, puis ta victoire à la télévision. Au prochain stand-up. J'avais le cœur noué de fierté. Tu es un enfant, tu es notre enfant, et nous sommes fiers de toi. Bon, ben c'est gentil. D'ailleurs, t'as été un des premiers à m'écrire, puis je reçois le message des bons commentaires, tes bons mots. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Parce que, écoutez, les gars, je sais que vous faites ça depuis très longtemps, depuis que je suis jeune, depuis que je suis né. Puis moi, j'ai grandi avec vous. Mon père est un fan. Mon père était aussi excité de moi que je fasse ce podcast-là avec vous aujourd'hui. C'est vrai. Hein? T'as quel âge? Moi, j'ai 36. 36. Ok. T'es pas mal dans le début. Tu sais, TQS. Moi, j'ai des souvenirs d'écouter l'émission à TQS. Puis surtout, tu sais, un peu plus vieux, RBO Hebdo à Radio-Can. Pour moi, ça, c'était, on avait les VHS que c'était tapé dessus. On les écoutait un peu dans le désordre. Il y a des sketchs que, encore aujourd'hui, probablement, je les connais encore par cœur. Est-ce que vous êtes rendu compte, pas tous les jours en se levant dire que je fais partie d'RBO, mais à quel point vous avez marqué une génération? Est-ce que ça vous revient des fois en tête ou c'est comme ça reste flou un peu comment vous avez marqué les gens? Maintenant, avec le recul, surtout que cette année, on fête notre anniversaire. Fait qu'on est dans un processus un peu rétrospectif. Fait que moi, ça m'a permis j'ai revisité nos vieilles archives. Fait que j'ai vu des affaires. Et avec le recul, maintenant, je suis quelqu'un qui a 60 ans. André va me rejoindre au mois de juillet. Donc, ce côté-là, il me vient plus aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, on travaillait tellement, Simon, là, on était tellement plongé dans le travail que même le contenu de nos émissions, à part 2 ou 3 hits dont les gens nous parlaient ou que les critiques soulignaient, il y a des tas d'affaires dont j'ai jamais entendu parler. Puis quand on a revisionné ça cette année, des fois, je disais, « Eh boy, c'est fou ce sketch-là! » Puis là, je disais, « Chris, je l'ai écrit! » Ouais, je me souviens d'avoir écrit, mais j'avais aucun souvenir de ça. On est à un point, je sais que, parce qu'on a ce défaut de souligner régulièrement nos anniversaires, mais je me rappelle que quand on avait fait les DVD puis les documentaires pour les 20 ans d'RBO, donc ça fait 20 ans, le matériel était beaucoup plus frais à notre mémoire. J'avais travaillé beaucoup là-dessus, puis tu sais, je voyais des affaires, puis je me souvenais pas mal de tout. Là, 20 ans plus tard, donc 40 ans quasiment après la création de bien des affaires, quand on regarde du stock, moi, il y a des trucs, je ne me souviens de rien. Je vois le sketch, je suis dedans, je pourrais pas te dire, c'est-tu moi qui ai écrit ça? Peut-être pas. Et je suis surpris par ce que je vois. Pour ce qui est de l'impact dont tu parlais, moi, j'ai réalisé ça quand on avait fait le premier gala de la disque que Guy a animé. On avait fait un medley de chansons d'RBO devant un public qui, règle générale, est plutôt froid, le public de la disque, le public de gala. Et quand on a commencé à chanter, c'est ça. Quand on a commencé à faire notre medley, la salle au complet s'est levée debout et s'est mis à chanter avec nous autres. Toutes nos chansons. Puis tous ces gens-là, que ce soit Bruno Pelletier, Sylvain Cossette, nomme-les, tout le monde connaissait nos chansons par cœur. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, entre guillemets, l'impact que RBO pouvait avoir eu. C'est vraiment, tu sais, si tu me dis il y a une minute dans ma vie où je l'ai réalisé, c'est exactement à ce moment-là. Ben, c'est ça, c'est quand les gens d'un métier ou je veux pas parler d'élite, là, mais tu sais, je pense que quand c'est vrai en musique, c'est vrai en cinéma, c'est vrai en n'importe quoi, on est un peu chauvin de notre matériel, pis on veut montrer qu'on est fan des autres, mais pas nécessairement tant que ça. Mais RBO, ça va au-delà de ça, tu sais, le monde qui était dans la salle connaissait vos tunes autant que moi je les connais, que n'importe qui les connaît, c'est ça qui est frappant là-dedans. Puis vous parlez d'une quantité de travail, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, moi j'écoutais ça quand j'étais jeune, j'écoutais RBO Hebdo et tout ça, je savourais ça chaque semaine, c'était un rendez-vous, on s'assoyait en famille, on écoutait ça. Puis je réalisais pas la charge de travail. Aujourd'hui, faisant ce métier-là, je réalise la charge de travail complètement démente que ça devait demander, écrire un show comme
RBO Hebdo pour nommer celui-là ou n'importe quel autre. Mais puis pour d'avoir duré aussi longtemps qu'une cadence aussi accélérée, est-ce que vous aviez comme une méthode de travail genre très militaire, ça fonctionne de même, on passe le texte à un, on passe à l'autre, on le tourne, on filme, ou c'était ça variait un peu, tu sais, comment vous avez fait pour garder votre santé mentale aussi longtemps avec une cadence aussi élevée? C'est basé sur un principe simple, c'est une disponibilité totale au travail. Donc, c'est souvent, là, des fois, on était en tournée, puis on écrivait des textes en même temps. On a travaillé vraiment comme des malades, mais pour une raison fort simple, ça nous faisait triper. Parce qu'on a tous été étudiants en communication, c'était notre rêve de faire de la télé, de la radio, de la scène. Fait que là, c'est des projets de création qui demandaient beaucoup d'énergie, puis aussi pour faire vivre un groupe. C'est pour ça qu'on faisait autant de choses. Parce qu'à un moment donné, faire vivre 4, 5 individus en même temps, ben faut que t'en fasses des émissions, faut que t'en fasses des sketchs. Parce que le cachet est pas 5 fois plus élevé parce que t'es 5, tu sais. Non. Oui, peut-être, mettons, la portion union des artistes, tout le monde est payé, mais c'était le minimum parce que le budget allait ailleurs. Nous autres, on mettait l'argent à l'écran, comme on le dit si bien. Mais, tu sais, on n'était pas payé 5 fois plus cher. Et moi, quand j'ai fait la série Humour PQ, j'ai jasé beaucoup avec des humoristes, puis c'était comme un peu la fin, justement, du travail de groupe en humour. On en a presque plus des groupes d'humour, en fait. Parce que, il y a des collectifs qui se réunissent de temps en temps, mais chacun a ses affaires de son côté. Mais tu sais, un groupe exclusif, là, parce que RBO, c'était vraiment ça. On ne faisait que du RBO. Personne n'avait de carrière solo. Il n'y en avait pas de carrière solo. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, on a pris un petit break de rien, de quelques mois. On a fait une coupe d'affaires chacun de notre bord. Puis après ça, on est revenu ensemble puis on a roulé. Donc ça, c'était excessivement prenant. Et pour que ça marche, il fallait produire beaucoup. Puis une des particularités d'RBO en tant que groupe, comparativement à bien des groupes que j'ai vus, que ce soit en musique ou en humour, c'est que RBO, les 4 qui ont été là tout le long, là, c'est 4 créateurs égaux. Okay. Et 4 créateurs prolifiques, c'est-à-dire que Yves écrit autant que moi, j'écris autant que Guy, tout le monde écrit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'on a appris avec le temps, et je pense que ça explique beaucoup de choses à RBO, c'est un travail commun, c'est un collectif, où les égos, on a des très, très gros égos, mais quand c'est le temps de travailler sur un truc d'RBO, on les met de côté. Si Yves a une meilleure idée que moi, je m'astinerai pas bien longtemps pour faire passer mon idée. Là. Je le sais que son idée est meilleure, let's go, on y va. Là, puis si Yves a une idée de marde, on y dit-tu ou on fait juste attendre? Ben oui! Oui. Non, mais tu vois à quel point... Yves, là, je parle... Non, mais je te donne un exemple, Simon. Pendant des années, Guy nous arrivait tout le temps parce qu'il était inspiré par ses couples, les couples qu'il y avait dans les années 80. Alors, il y avait tout le temps des histoires de couples, de contraception, de relations sentimentales. À chaque fois, ça me faisait bailler au corneille en disant « Il y a personne qui s'intéresse à ça. C'est devenu un gars, une fille. » Ben oui. Mais dans notre cas, ça nous intéressait pas de faire ça dans le groupe. Mais c'est lui qui l'a fait. Ben vas-y. Oui, non, mais au niveau de la méthode de travail, c'est que avant qu'on fasse les lundis dehors, qu'on rencontre Louis Saya, notre metteur en scène, c'était des productions autogérées où, tu sais, genre, c'était un petit peu tout croche au niveau de la logistique. Et Louis, il a réussi, il a été notre école de l'humour, je te dirais. Il nous a donné comme une discipline du travail en disant, écoutez, les gars, sur scène, là, vous êtes bien délinquants, là, mais il faut avoir une certaine organisation, il faut faire des chorégraphies, il faut rentrer vos micros, il faut que les choses soient tight d'un soir à l'autre. Et aussi, au niveau de l'écriture, il y avait de l'expérience, lui, il avait travaillé avec Paul et Paul, donc il savait c'était quoi la gestion de différents égos au sein d'un groupe. Et c'est lui qui nous a dit, regardez, ton gag, on va l'essayer. Essayons-le. On l'essaye à soir. Puis là, à un moment donné, si ça marche pas, là, tu l'entends rire dans le fond de la salle. Parce que t'es en train de te planter. Tu le réessayes une semaine, la semaine suivante. Puis à un moment donné, tu dis, je vais l'enlever. Ben, qu'est-ce que je t'avais dit? Donc, cette espèce de... Tu sais, c'est pas... Louis Saya, c'était pas quelqu'un de très maternel ni paternel. C'est quelqu'un d'extrêmement moqueur. Mais je pense que c'était le gars qu'il nous fallait. Parce qu'il nous a donné des paramètres, des barèmes avec lesquels on a pu travailler. Puis après, on est devenu je te dirais même des machines de création. Là, tu sais. En fait, ce qui nous a appris aussi, c'est que si c'est juste toi que ça fait rire,
Ouais. Ben, c'est peut-être pas si drôle que ça, tu sais. Ah, C'est d'apprendre. Il y a eu beaucoup d'humilité là-dedans, de dire, hey, moi, là, c'est drôle. Ah oui, ben, vas-y, fais-le. Puis finalement, ben, regarde, je vais le réessayer demain. Je pense que je l'ai raté. Le lendemain, tu le fais pas mieux. Tu dis, ben, regarde, OK. Moi, ça m'arrive de temps en temps de rencontrer justement des gens qui étudient en écriture, en humour. Je dis, apprendre à écrire, c'est une chose, mais je pense que l'affaire la plus importante, c'est apprendre à effacer. Oh, C'est pas mal bien plus dit. dur que d'apprendre à écrire. C'est de facile de faire tomber le en amour sacrifice avec, d'un gag. Tu sais, t'es en amour avec un gag ou t'as écrit un texte, il y a 8 gags dedans, puis Colin, il y a un gag, là, il nuit aux autres. Puis faut que tu l'enlèves pour que toutes les autres marchent. Mais ça, c'est très difficile de comprendre ça, puis d'accepter de le faire, parce que des fois, t'es en amour avec ce gag-là. Mais oui. il nuit aux autres. Il est trop. Puis des Puis fois, c'est dur d'accepter. Puis des fois, il y a, Vas-y. des fois, il y a un gag, il y a un gag qui est plate, puis que tu coupes. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il faisait le pont en deux univers. Puis qu'à un moment donné, t'es tout croche, faut que tu trouves une autre transition. Fait que tu dis, ben, Il était j'aime autant dire ça, puis bien le jouer, faire un bon delivery. Puis là, ça va m'amener dans mon histoire. Mon propos fait du sens, là, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, moi, mon épisode avec Louis, on avait fait un numéro au Club Soda où on faisait tous des hommes nouveaux. C'était comme une parade de mode. Et sur une bande audio où il y avait une voix de narration, on défilait en homme nouveau puis telle affaire, tu sais. Et là, moi, je faisais mon personnage qui ensuite a inspiré la chanson Arrête de boire, là. Tu sais, une espèce de bonhomme avec un collier de barbe roux qui va dans les bars tous les soirs puis qui pense qu'il pogne, tu sais. Fait que là, moi, je faisais ça puis là, genre, ah mon Dieu, tout le monde réagissait fort au Club Soda. Le personnage que Guy faisait, puis il était sur scène juste avant moi, on a retravaillé son texte parce que ça marchait moins. Fait qu'il y a une semaine, on fait ce numéro-là au Club Soda. Et là, c'est le hit, le numéro de Guy fait un hit. Moi, après, je fais mon numéro, puis là, ça marche correct, mais plus ou moins. Fait que là, je vois Louis après, je dis, hey, pourtant, je l'ai bien joué. Il dit, oui, il dit, tu l'as bien joué, tu vas continuer à le bien jouer. Mais là, vu qu'on a revampé le numéro qui est avant, là, toute la faiblesse du texte nous apparaît. Je dis, quelle faiblesse du texte? Fait que là, je dis, ben, il dit, c'est quoi ton texte? Ben, je dis, voyons, c'est évident, là, c'est un gars qui sort dans les bars avec un collier de barbe roux puis il pense qu'il pogne avec les filles. Il dit, ah oui, c'est ça que tu dis dans ton texte, es-tu sûr? Je dis, ben oui. Ben, il dit, si t'en es sûr, let's go, laisse-le de même. Mais d'un coup que c'est pas ça. Là, moi, j'étais retourné chez nous après. Là, j'étais dans ma cuisine, j'ai lu le texte. Et là, ma réaction, c'était, le gros calice, il a raison. Là, j'ai réécrit ça en 5 minutes. Là, le lendemain, j'appelle le technicien son. Hey, on refait le VO. Là, tu vois, genre, c'est ce genre de input-là qu'il y a eu avec nous. Mais tu sais, tu parlais comment on était les uns envers les autres. Moi, je trouve que le meilleur exemple, et Dieu sait qu'on a eu du fun dans ces circonstances-là, c'est quand on était en studio d'enregistrement. Souvent pour enregistrer des chansons ou des jingles ou des parodies de publicité, des trucs comme ça. Et là, c'était qui est-ce qui va le chanter? Ça va être qui va être sa track? Et le nombre de fois où on s'est dit dans le talkback, hey, t'es pourri. Et ça, c'était un moment où t'attendais quasiment que les autres te le disent, tellement c'était drôle de se dire mutuellement, hey, c'est vraiment pas bon, là, excuse-moi, ou lanceur de relève, tu sais, y a-tu quelqu'un dans le dugout en train de se pratiquer pour lancer des balles? Moi, j'ai toujours eu bien du fun, parce que ça montrait comment en tant que groupe, on laissait les égos de côté, puis on disait, regarde, le but, c'est le résultat final. C'est pas la place que toi, t'as aux yeux du public dans le résultat final. C'est pas ça qui est important. Tu sais. Puis, tout en ayant le souci d'équilibrer tout le temps notre participation, que tout le monde soit valorisé sous n'importe quelle forme, que ce soit une pub de 30 secondes ou un show d'1 heure, que tout le monde ait sa place. Donc, et ça demande du travail. L'autre truc, admettons, tu parles des voix. Mettons, qui va interpréter le rôle à la télé? C'est arrivé des fois, on faisait un pré-enregistrement sonore d'une chanson. C'est la voix d'André. C'est moi qui fais le personnage. De la même façon, des fois, on avait des contraintes où André est sur une chaise de maquillage pendant 1h30 pour faire un autre personnage. Ça serait lui qui devrait faire le personnage qui suit dans l'ordre de tournage, mais malheureusement, il est pas disponible. Il peut pas, ouais. Fait que là, c'est Bruno, Guy ou moi qui le fait, puis c'est comme ça se passe. Arrange-toi. Ben ouais. Arrange-toi, on s'arrange avec Arrange-toi avec. Ben, l'équilibre était à ce point bien fait, je pense que, dans le sens que c'était pas, mettons, un qui était attitré à tous les rôles de filles, c'est lui qui va les faire, tous les rôles, tu sais, même, mais t'es arrivé souvent malgré que Guy,
Oui, mais il y en a que c'était peut-être encore plus d'affinité à ce niveau-là. Mais il m'est arrivé relativement souvent de me signer avec quelqu'un sur un de vos sketchs en disant non, c'était lui qui jouait telle personne. Non, c'était lui. Puis que finalement, c'était un ou l'autre qui avait raison. Mais justement parce que l'équilibre était bien fait, que tout le monde faisait un peu de tout. C'est pour ça que un moment donné, quand on travaille dans le domaine, comme c'est ça, maintenant je fais de l'humour, je sais c'est quoi écrire un sketch, puis je sais surtout c'est quoi écrire des numéros à plusieurs égos. Ça me fascinait à voir à quel point il y avait une espèce de... On sentait c'était l'humilité, il y avait beaucoup d'humilité, beaucoup de laisser aller de le sketch avant tout et non pas la personne, tu sais. Ouais, mais c'est ça, je te dirais qu'il a fallu l'apprendre. Ouais. Les années où on était à la radio communautaire à CIBL, moi c'est ce que j'ai appris là, parce que je me souviens les premières fois que j'y allais, on pouvait être en gang autour de la table à faire un brainstorming. Moi je sortais une idée, puis là Bruno disait hey c'est bon ça je vais le faire. Puis là je fais comment ça tu vas le faire? C'est mon idée. Puis au début, j'avais de la misère à comprendre ça, à l'accepter carrément, à dire, ben là, je me force à trouver des idées, l'autre taouin, il part avec, puis ah ouais, je l'ai plus, j'ai plus d'idées, tu sais. Ben avec le temps, t'apprends, ok, c'est correct, c'est comme ça qu'on fonctionne, et c'est la meilleure façon de fonctionner. Mais il faut l'apprendre. Mais c'est dur, pas évident, c'est vraiment pas évident, ça. Ben surtout quand tu commences dans vingtaine, que tu veux shiner, même si dans un groupe, pas que tu veux shiner plus que les autres, mais tu veux ta place au soleil aussi, c'est dur de dire, ouais, mais la meilleure façon qu'on va avancer en tant que groupe, c'est d'être le meilleur groupe possible, non pas les meilleurs individus dans un groupe. C'est quand même fascinant parce que tu disais tantôt, André, qu'il n'y a pas beaucoup d'autres groupes d'humour qui se sont, tu sais, il y a eu, mettons, les Chicken Swell, qu'on peut rapidement penser. Allô? Puis les appendices aussi, mais les appendices, c'était plus comme une espèce de regroupement de plusieurs personnes qui avaient des carrières. In and out, c'est ça. Puis c'était aussi très, très pertinent. Mais dans votre cas, puis durer aussi longtemps, c'est qu'il faut rapidement apprendre à laisser la place aux autres et de pas chercher toujours à shiner. Puis ça, c'est ça, aujourd'hui, ça me fascine. J'y pensais pas avant. Aujourd'hui, ça me fascine. Ce qui est magique là-dedans, c'est qu'au bout de quelques années, quand on s'est apprivoisé, là, il y a une espèce d'osmose créative qui s'est installée. Puis à un moment donné, là, André il est capable d'écrire un texte dans mon style. Je suis capable d'écrire un texte dans ça. Il y a quelque chose aussi sur scène. Tu sais, quand à un moment donné, tu as développé une complicité, puis que là, des fois, tu échanges un regard, il y a un silence qui s'établit, tu sais que l'autre va aller puncher une affaire qui est pas prévue. Et ça se fait, c'est ça, c'est à un moment donné, tu dis la somme des parties et le groupe est plus fort que la somme de ses parties dans certains moments. Quand tu atteins ce moment de grâce-là. Mais c'est vrai que ça demande, c'est un effort de tous les instants. Et moi, c'est peut-être ma plus grande fierté, c'est que malgré le fait qu'on ait des personnalités extrêmement fortes de façon individuelle, qu'on ait réussi à travailler ensemble, puis encore aujourd'hui à travailler ensemble, là, moi, des fois, là, je suis là, il y a quelque chose d'un peu irréaliste, là, tu sais. Moi, quand on a fait les deux bye-bye, ben, parlons du premier, parce qu'on se retrouvait en 2006 après 11 ans sans avoir vraiment travaillé ensemble. On avait collaboré un peu au projet d'un peu tout le monde, mais vraiment remettre le groupe ensemble pour faire, tu sais, RBO qui fait un bye-bye. Moi, c'était ma grande crainte, c'est est-ce qu'on va être capable de retrouver cette espèce de façon de travailler, parce que pendant ces 11 années-là, on avait toutes fait nos affaires chacun de notre bord, et on avait été dans des projets où on était à ce moment-là, des leaders, tu comprends? Moi, quand je travaillais sur telle série de TV puis que j'en étais l'animateur, ben forcément, c'était, entre guillemets, mon show. Et là, de dire, OK, là, on va repartir, là, tu sais, Guy a fait un gars, une fille, moi, j'ai fait telle autre affaire, Yves, Bruno, puis là, on va se remettre ensemble, puis là, on va se remettre au niveau où on était quand on travaillait ensemble quotidiennement. Puis je pense que ça a pris 3 minutes, puis c'était déjà fait. C'est revenu. La première réunion ensemble, c'est juste qu'on s'était pas réassis aux mêmes places, là. C'était quasiment aussi automatique même si, mettons, Guy avait eu un gars, une fille, tout le monde en parle, là, Yves des films, tout le monde avait eu ses affaires, tout le monde est revenu, pas avec un orgueil de plus ou un ego différent, tout le monde est revenu au même niveau d'une shot. Ouais. Ben, il y a quelque chose, on dirait qu'il y a une chimie, maintenant, là, qui est comme, on nous remet ensemble, puis on dirait il y a quelque chose d'un peu, organique, là. Ça sort l'espèce de côté adolescent, là, de tout tourner en dérision, là. Il y a quelque chose qui vient naturellement.
mais avec quand même aujourd'hui une bonne dose d'affection. On se tire la pipe, on se moque les uns des autres, mais il faut. on se donne des becs, on se dit qu'on s'aime. On est des vrais momounes, là. On est rendu des vrais tellement. momounes. Ça n'a pas de maudit bon sens. Comment Ben ça, c'est la base, mettons, d'un roast. Quand on travaille sur un roast de quelqu'un, c'est si t'aimes pas cette personne-là, tu peux pas être un bon roaster. Faut que tu l'aimes d'une façon ou d'une autre, sinon, tu sais, la méchanceté, de dire un gag méchant à quelqu'un que t'aimes, c'est drôle. Dire un gag méchant à quelqu'un que t'aimes pas, c'est juste méchant. Et c'est ça la différence. Faut que t'aimes vraiment beaucoup quelqu'un pour bien le roaster. Nous autres, c'est rendu un petit peu... D'ailleurs, moi, c'est ce qui me manque des derniers mois, de la dernière année, c'est le contact. Ça nous est arrivé de nous retrouver dans une pièce, mais tu sais, loin les uns des autres, puis tu câlines, on n'est même pas... D'habitude, là, on se fait un gros câlin, puis... mais là, on peut pas. Ça, on joue à Benny Hill. On joue à Benny Hill avec la tête d'André. Ben, Simon, on serait pas pire. Oui. J'écoute, si vous cherchez quelqu'un, des fois, André peut pas, il est occupé. Si vous voulez une tête bien... Puis moi, ça reste comme ça. Ben, toi, c'est vraiment... Ah ouais, moi, slick. Oh, yeah. J'ai eu des cheveux, si vous êtes sur mon Facebook, il y a des photos de moi quand j'étais ado. J'avais les cheveux, si vous avez le référent, Body Valastro, le Cake Boss, j'avais un peu les cheveux de Body Valastro, noir, ébène. Wow! De toute beauté, on imagine. Ah, t'es perdu. Je t'ai perdu. Ah, il va revenir. Lève-la. Ah, lève-la. On repart, excusez-moi. Désolé. Non, c'est moi. Mais non, moi, je suis de même, je m'excuse. Dans la vie, je m'excuse. Prends pas de chance. Prends pas de chance au cas. Mais je me souviens de la question que je voulais poser, par exemple. Hey, on n'est pas tous perdus, là. On a des balises. Quand vous avez quitté... Quelle année ça... RBO, ça s'est jamais séparé. Vous avez arrêté... plus ou moins, parce que, tu sais, c'est toujours revenu, les bye-bye. Puis... Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est fini, on fait plus rien? Ou vous avez toujours laissé la porte ouverte? On a interrompu nos activités en 95, si je me trompe pas. Ouais. Et entre 95 et 2006, le premier bye-bye, on n'a rien fait ensemble, à part peut-être chanter une affaire dans un gala ou quelque chose de même. Là. On a fait le 20e anniversaire en 2001 quand même. Oui, c'est vrai. C'est une opération. Avec les documentaires, puis documentaires en 2001. Là. Ouais, c'est ça. Mais quand vous avez décidé d'arrêter en 95, vous faisiez RBO Hebdo à ce moment-là? C'était après un peu. Ah non, t'as raison. C'était la fin de... C'est comme c'était la fin de la saison RBO Hebdo. La série, si elle avait été renouvelée, ça n'aurait pas été sur les mêmes bases. Okay. Il y avait certains d'entre nous qui avaient des offres. Puis la carrière qu'on a faite, à tous les 2 ans, on avait toute une discussion d'orientation. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est comme des opportunités de faire de la scène, de la radio et de la télé. C'était pas des choix. On s'est pas bâti... une éducation en fonction de ça. Peut-être André un peu plus, là, il voulait être chanteur dans un groupe, mais moi, c'est comme un truc qui m'est arrivé un peu en dilettante. Je voulais faire du cinéma, être derrière la caméra, puis ça, puis là, t'es sur un stage, tu sais. Mm-hmm. Mais donc, à chaque fois, là, il y avait un truc, TQS cherche une nouvelle, cherche une série télé. OK, là, ça nous a amené pendant 1 an, 2 ans, là. TVA nous veut. Ça s'est fait comme ça. Puis en 95, il n'y avait pas de projet commun qui nous intéressait toute la gang en même temps. Fait qu'on a dit, on va prendre un break. Non, on était vraiment devant rien parce que la télé, c'est ça, RBO Hebdo, ça a duré 1 an. C'était de plus en plus difficile, et ça l'est encore d'ailleurs, de faire ce genre de télé-là avec tous les moyens que ça demandait. Puis avec le temps, ces moyens-là sont devenus de plus en plus gros, de plus en plus importants, de plus en plus chers. Je veux dire, le décor de 1988, puis les décors d'aujourd'hui, même si c'est le même décor, ils coûtent pas le même prix. Beaucoup de choses qui ont changé. On avait fait 1 année de radio quotidienne. On était sortis de là. Créativement, ça avait été bien le fun, mais on était sortis de là un petit peu la langue à terre. On fait notre année de télé après ça, puis là, tu dis, parce que, tu sais, on en parlait tantôt de faire vivre la machine RBO, là, ce que ça demandait, créativement, on était un petit peu au bout de ça. Aurait fallu peut-être retourner à la radio, mais ça tentait pas nécessairement à tout le monde. Monter sur scène, ça tentait pas nécessairement à tout le monde. Fait qu'on était, le projet commun, il existait plus. Probablement que si la télé avait continué, on aurait fait encore de la télé, parce que
c'est encore, je pense, aujourd'hui, l'affaire qui nous fait le plus triper en gang, là, c'est de faire de la télé. Mais c'était plus là. Fait que là, tu fais bon. Puis en même temps, effectivement, les opportunités personnelles étaient là, puis c'était un peu le temps de sauter dessus, parce que 5 ans après, ben là, ces opportunités-là auraient peut-être plus été là, tu sais. Fait que il y avait ça aussi, tu sais. Voilà. Ouais. Mais on savait pas. Moi, je pensais pas qu'on allait recommencer à travailler ensemble après ça. Du tout, c'était pas planifié. Non. Le Mais bye-bye surtout, qui est arrivé 11 ans après. plus tard, tu sais. Ouais. Moi, je me rappelle de quand la nouvelle de CRBO qui fait le bye-bye, chez nous, on était surexcités. Puis, bon, ça sortait un peu de, entre guillemets, de nulle part, tu sais, parce que pas qu'on avait oublié RBO, loin de là. Mais de dire, mettons, on m'aurait appelé pour faire un brainstorm, dire, faites-nous une liste de qui pourrait faire le bye-bye. Probablement qu'RBO serait peut-être venu, mais plus tard. Mais quand on avait, j'avais, c'est le retour d'RBO, c'était comme une espèce d'engouement. Est-ce que vous autres, c'est vous qui avez proposé ou on vous a appelé en disant, on a pensé à RBO, ça vous tente dessus? Puis vous avez fait comme, c'est ça ce projet-là qu'on cherchait il y a 11 ans. Puis là, ça nous tente. Fait que c'est vous autres, vous avez été appelés. On était appelés. Hein. On était appelés, puis c'est comme ça nous a pris un peu au dépourvu, mais en disant, qu'est-ce qu'on fait que ça? Puis on s'est rendu compte assez rapidement, ça nous tentait. Écoute, c'est très drôle comment c'est arrivé. C'est super comique parce que Radio-Canada a contacté notre agent, Jacques Primo, et tout à fait par hasard, nous autres, toute la gang, Bruno était pas là, mais tous les autres, on était à Las Vegas parce qu'on voulait aller voir le show Love des Beatles. On est à Las Vegas, avec nos blondes, et puis là, Jacques Primo, il dit, garde, faudrait faire une réunion après-midi, on vient de recevoir l'offre de Radio-Canada pour faire le bye-bye. Fait que là, moi, je dis à ma blonde, allez vous baigner, on en a pour l'après-midi, ça va être long en tabarouette, je pense. Fait que là, on se ramasse toute la gang, moi, je dis, bon, un tel voudra pas, un autre, ça on se ramasse toute la gang dans la chambre d'hôtel, puis là, Jacques nous dit ça, puis là, on se regarde, dit, ben oui, ça a pris 5 minutes, je pense. Ben oui. On le fait. Hey, Simon, là, incroyable. La nuit d'après, là, on se réveille le lendemain matin, il y avait un tigre. Il y avait un tigre dans la chambre. Comme dans Hangover. Comme dans Hangover. Un singe qui fumait du crack. C'était une grosse soirée. Ah non, je voulais faire une référence cinématographique. Je l'ai attrapé au vol. Comme un javelot. On l'a pogné. Mais c'est ça, bref, moi je pensais pas, tu m'aurais demandé en entrevue, puis tu me l'as peut-être demandé en entrevue quelques mois avant, parce qu'on accordait des entrevues et on se faisait toujours demander est-ce que RBO va revenir, puis on disait toujours non. Puis cette fois-là, ça a été oui, puis on l'a pas vu venir personne, puis c'était super cool. Puis est-ce que suite au bye-bye, vous avez eu comme des demandes de revenir, vu que là, il y a eu un événement, RBO est revenu, c'était comme un statement, puis là, on vous appelait, hey, voulez-vous recommencer à faire de la télé? Est-ce que vous avez eu d'autres propositions qui ont suivi votre acceptation à faire le bye-bye par la suite? Ou il y a eu des propositions, le monde avait compris que c'était un événement isolé? Il y a eu des propositions, mais on était tellement occupés sur d'autres projets. Mettons, la première année, en 2006, quand on a fait le bye-bye, le lendemain, tu sais, on a livré le tape à 5 heures de l'après-midi. La diffusion était à 11 heures le soir, là, tu comprends? Donc, ça s'est fait, notre mode de fonctionnement pour tourner puis monter l'émission, on était vraiment à la dernière minute. On avait eu un bloc de tournage vers le 27, le 28 décembre. On a tout assemblé les trucs. Donc, le lendemain, là, du bye-bye, moi, j'allais faire une entrevue 2 jours après avec Wajdi Mouawad, Brigitte Hankins, puis, pas Yannick Perrault, mais, Yann Perrault. Trois entrevues de fond pour une émission culturelle à Radio-Canada, dont Wajdi Mouawad à propos de sa pièce Incendie. On s'entend que ça demande de la préparation. J'étais comme. Puis vous autres, vous aviez Tout le monde en parle. Nous autres, on avait Tout le monde en parle. Moi, je venais de faire... c'est l'année où j'ai fait Humour PQ, si ma mémoire est bonne. C'est cette année-là. J'avais remplacé Arcan à la radio l'été. On avait tout... Tu sais, on était dans le jus. Tu sais, le bye-bye, on avait réussi à placer ça. À squeezer ça. Je pense qu'on avait eu, de la part de Radio-Canada, on avait eu la permission de finir Tout le monde en parle 2 semaines plus vite, en affaire de même, mais c'est pas quelque chose qu'on pouvait répéter dans le temps. Okay. On l'a refait l'année d'après. Puis après ça... On nous en a parlé, on nous l'a offert, mais à un moment donné, on regarde les horaires, on dit, ça a fité 2 fois, ça n'a pas fité une 3e fois. Puis, je disais, RBO, pour faire du RBO, faudrait qu'on arrête toutes nos affaires. Ouais. Chacun de notre bord. Pour faire que ça. Ouais. Puis là, ça met beaucoup de choses en veilleuse. Ben oui. Puis, est-ce que vous avez le même... Bon, peut-être que vous vous en rendez pas compte de la même façon, mais j'avais l'impression, ou j'ai encore l'impression, que RBO peut dire des affaires que ben d'autres mondes peuvent pas. Moi, je me souviens quand j'ai su que c'était RBO qui faisait le bye-bye en 2006-7, j'ai fait comme, yes, eux autres, ils vont pouvoir faire les
les gags qu'on voudrait qu'ils soient faits, mais que si c'est d'autres mondes qui le font, ça va faire scandale. Est-ce que c'est moi qui rêve ou il y a comme une aura autour des BO qui peut se permettre d'aller plus loin ou d'aller dans des champs que maintenant, aujourd'hui, puis moi j'ai 2 pieds dedans dans l'humour en ce moment, puis des fois c'est des champs de duf. Mais on dirait que vous autres, vous volez par-dessus ça, ou c'est peut-être moi qui fabule, là. C'est une liberté de parole qu'on a acquise un petit peu, Simon. Moi, je suis passé à travers toutes nos archives. Ce que les gens connaissent moins, les gens aujourd'hui prennent pour acquis la notoriété qu'on a acquis au cours des années. Mais des années 80, là, les scandales de notre émission de Pâques là, avec la Low Henry, puis Jésus, Xerox, les lignes ouvertes dans les journaux. C'est-à-dire que s'il y avait eu des médias sociaux à cette époque-là, ça aurait été un méga scandale. Un carnage. Il y avait des lignes ouvertes. Claire Lamarche a fait une émission spéciale. Est-ce que l'humour va trop loin? Exemple, quand on a fait notre tournée Bête de scène au Nouveau-Brunswick, il y a un curé en chair au village de, tu laves pas la motte, mais le boulet, qui a dit à ses ouailles qu'il allait les menacer d'excommunion s'ils venaient voir le show. Ben, l'aréna de Chupagan était pleine à craquer. Donc, mais il y avait eu une alerte à la bombe, par exemple. Oui, il y avait une alerte à la bombe pendant notre show. C'est ça. Ouais. OK. Mais c'était pas le curé qui avait fait. Vas-y. Non, je pense que on s'est, à force d'aller au bat comme ça, puis aussi c'est parce que à partir du moment où les gens se sont rendus compte, on a eu la liberté de création dans une station de télé qui débutait, TQS. On a eu le temps de faire des choses totalement scandaleuses avant que le diffuseur se rende compte même qu'on existait. Puis quand ils s'en sont rendus compte, on était déjà suivis par une flopée de fans qui ne juraient que par nous. Donc, eux autres, on veut pas se mettre ces gens-là à dos. Donc, on a été tolérés, je te dirais, dans ce sens-là. Puis, aujourd'hui, le truc, c'est sûr que pour quelqu'un qui débute, prendre la parole puis faire ce type de matériel-là, ça demande énormément de courage. Par contre, j'ai fait un petit peu la scène, tu m'as vu en spectacle aussi, là, j'ai fait la tournée de spectacle pendant 2 ans. Sur scène, là, il y a des jeunes humoristes québécois, là, ou québécoises, qui sont extrêmement crunchy, et que c'est juste parce qu'on les voit pas sur les médias traditionnels. Mais de l'humour à la RBO, là, il y a des gens pires que nous. Il y en a. Puis des fois des gags, là, tu sais, pour Zach Poitras, là, je regrette, là. ça va dans le dash, ça. Ah, Faf, on prend le plusieurs. Puis même des gens que c'est pas, tu sais, même moi qui a pas un humour, mettons, excessivement crunchy, je fais des images fortes, mais mettons, il y a des gags qui étaient des gags que vous autres, vous auriez pu faire, puis ça aurait passé. Ça, ces gags-là, on me demandait de les enlever. Fait que les personnes plus crunchy ou qui pourraient aller dans des choses plus sensibles font des shows de scène, mais il faut que tu sois là le soir même. Mais ce texte-là passera jamais à la télé. Ce que je trouve assez flyé, puis quand je repense justement à notre parcours, parce que c'est pas arrivé si souvent que ça dans l'histoire de RBO que justement un diffuseur nous demande d'apporter des corrections ou de ne pas diffuser ou de pas faire tel sketch. C'est même tellement arrivé plus souvent que c'est anecdotique. Genre, on a 3 exemples sur 20 ans. Alors qu'aujourd'hui, ça serait tellement différent, je pense. Même pour RBO. Moi, je pense que si demain matin, on arrivait dans une station traditionnelle puis qu'on se mettait à faire de la télé, ça pourrait être compliqué. Ça pourrait être tough. Par contre, je me rappelle aussi de l'état d'esprit qu'on avait à l'époque parce que nous autres, Yves le disait tantôt, on voulait pas faire une carrière là-dedans. Là, on est arrivé là-dedans un peu par accident. On était dans une période où ils appelaient ça le no future. C'est quasiment, regarde, bonne chance si tu peux vivre de quoi que ce soit à l'âge que tu as. Dans ta génération, là, bonne chance. On avait un peu une attitude, regarde, si ça fait pas, là, de la merde. On fera autre chose. On avait vraiment cette attitude-là. Puis je pense que ça devait se sentir chez les gens qui étaient en interaction avec nous autres. Genre, ouais, je pense que si on leur dit faites pas ça, ils vont juste s'en aller. Ou ils vont le faire pareil, puis on s'en calisse un peu. J'ai une anecdote. C'est le lancement de TQS. Ça va être le gala d'ouverture. On fait l'enchaînement l'après-midi dans je ne sais plus quelle salle, à la Place des Arts. On est les petits jeunes là qui allons faire un numéro, tout ça. Et là, il y a un texte qui nous a été préparé, puis là, on répète. Guy Fournier, qui est le président de la station, qui est assis dans la salle, à un moment donné, il se lève au bout de notre répète, il dit « Hey, les gars, c'est quoi, vous faites pas le texte? » Puis là, Bruno, il dit « Ah ouais, c'est parce qu'on a trouvé des meilleurs gags. »
C'était son texte à lui. Et là, c'était son texte. Et il a été tellement pris au dépourvu, puis le monde s'en qu'il a dit, je me souviens plus ce qu'il a dit. Faites donc ce que vous voulez. C'est ça qu'il a dit. André, un genre de, quelque chose de mal. Puis de la barbe, faites ce que vous voulez. Lui, c'était une grande concession. C'est pas son genre. Mais oui, c'est ça. On avait vraiment cette attitude-là, puis c'était pas du fake, c'était vrai. On était de même, puis fait que je pense que ça l'a aidé un peu, mais il y a vraiment un concours de circonstances. Le fait que à chaque fois que quelqu'un venait nous chercher quelque part, on avait déjà un petit peu un background, c'est-à-dire que quand c'est quoi est venu nous chercher, ben il pouvait plus nous changer. Vous venez chercher ça, c'est ça que vous venez chercher. C'est que vous voulez. Ça va être ça. Fait que non, les tentatives de s'immiscer dans le contenu, c'était pas très très bien reçu de notre part, vraiment. Mais comme tu dis, en plus, c'est pas arrivé souvent. C'est pas comme si on avait essayé de vous censurer, mais vous avez toujours... C'est pas arrivé souvent qu'on vous demande des souvent, concessions. c'était des niaiseries, là. C'est souvent... Ouais. Tel mot, là. Puis en même temps, c'est qu'on met tout le temps on parle tout le temps des trucs crunchy d'RBO, mais il y a des tas d'affaires qu'on a fait qui sont très familiaux ou bon enfant. Oui. Les slow-mo, là. Les slow-mo, c'est nono, là. Je veux dire, c'est pas très, au niveau éditorial, là. Mais, je veux dire, c'est pas. Mais même aujourd'hui, je serais pas surpris que quelqu'un aurait, mettons, les slow-mo n'existent pas. Aujourd'hui, on a l'idée des slow-mo. Ça ferait de la discrimination de certains. Ça se peut que la madame grosse qui parle pas, ça soit perçu d'une certaine façon par certaines personnes. C'est ça. Ben oui. C'est ça. Ah oui, mais vous pourriez revenir, vous, avec les slow-mo dans un sketch, puis ça serait correct parce que on sait déjà. Parce qu'il existe déjà. Mais RBO créerait pas la famille slow-mo en 2021, tu comprends? C'est ça. Si on créait une famille de ce type-là, l'épouse serait pas comme ça, le père serait différent, c'est ça? Et probablement que si on avait aujourd'hui, mettons que aujourd'hui on écrit un sketch de la famille Slow-Mo, j'ai l'impression que la mère, à un moment donné, elle pèterait une coche. Oui. Tu comprends? Tu t'adaptes à... Moi, j'ai toujours pensé qu'un humoriste, tu sais, un de ses rôles, c'était d'analyser consciemment ou inconsciemment la société dans laquelle il évolue, puis d'en donner une image, d'en donner un miroir d'une certaine façon. Ben, tu peux pas regarder les sketchs d'RBO de 1986 avec des yeux de 2021. Il faut que tu regardes avec des yeux de 1986. RBO en 2021, je pense qu'on ferait des affaires qui dérangeraient encore, mais on pèserait pas ces mêmes pitons. On dérangerait autrement parce que c'est dans notre esprit, mais on ferait pas les mêmes choses, puis c'est normal. C'est Madame Slobo qui aurait des lunettes. C'est Madame Slobo qui aurait des grosses lunettes puis qui ferait des jeux de mots. Mais Madame Slomo, un des bonheurs de ce personnage-là, c'était justement, en tout cas, moi, j'avais toujours l'impression qu'elle allait sauter une coche. Puis ça arrivait jamais. C'est comme toujours cette espèce de oh non, jamais ce côté être sur le edge puis penser comme maintenant ça va péter, puis quand ça va péter, là, tu comprends? Oui, puis jamais ça arrive. Le regard était là, tu sais. La face, les regards qu'elle lui jetait de temps en temps, il était assez... Oui, on voyait, c'est ça, les éclairs qui sortaient des yeux. Et, tantôt, oui, tu parlais que Guilla, je sais pas si c'est André, oui, mais tu parlais que Guilla venait dans les réunions avec des idées de sketch, de relations de couple et tout ça, des choses plus... qui est né qui est devenu un gars, une fille par la suite, par la force des choses. Il y a un côté plus romantique, mais t'as un côté très romantique aussi, après avoir écrit des films comme Les Aimants et tout ça. Quand c'est très... Puis je dis pas ça péjorativement, c'est très beau, c'est très romantique, c'est très relation de couple, amour, il y a quelque chose de très romantique là-dedans qui est drôle parce que tu disais que les sketchs de Guy vous faisaient bailler. Ouais. Et après ça, tu sors un espèce de film de relation de couple qui est super beau, que j'ai adoré, là. Mais est-ce que c'était comme quelque chose que tu retenais dans toi, ton côté plus romantique, plus fleur bleue, que ça fitait pas, mais que quand RBO s'est séparé ou quelque chose, tu te dis, hey, là, c'est le temps d'aller sortir ce côté de moi que j'avais il me serait jamais venu à l'esprit de proposer ces idées-là dans les années 80. C'est des affaires que j'ai notées. Tu sais, l'histoire du film Les Aimants, là, les gens qui communiquent sur le frigo. Quelqu'un qui pogne des chocs électriques. L'idée m'est venue quand on était à Fermont, tu sais, en 1988, en show en Fermont, pour pogner des chocs électriques. Donc, il y a des idées dont je me suis servi dans mes films plus tard. Mais quand j'ai fait Les Aimants, la façon dont je l'ai écrit, c'est un vaudeville. C'est juste que je l'ai fait jouer par la suite par Isabelle Blais.
sur un registre naturel. En même temps, c'est complètement loufoque, là, mais je voulais que ça ait quelque C'est très chose ciel, mon mari, évidemment. Et donc, à la fin, quand j'ai regardé le résultat, je dis, hey boy, bonhomme, tu viens d'écrire une comédie romantique. Puis au Donc, départ, c'était pas fait non. comme ça au début. Non, j'écrivais une comédie que je pensais qu'elle allait être plus comme pas du théâtre d'été, mais tu sais, ouvre la porte, ferme la porte, elle se cache en dessous du lit, elle se cache elle se cache dans la douche, un peu du marivaudage, du badinage. Puis finalement, avec la musique de Dumas, puis toute la façon dont le projet s'est créé, ça a donné ça. Mais on est tous des grands romantiques. Moi, là, quand j'écoute Le Feu sauvage de l'amour, toute la dynamique d'André à ses débuts avec les Yellow Frogs, moi, ma tune préférée, c'est Manon. C'est une tune de plage. Chante-nous Manon. Écoute. Bref, c'était l'été et je me c'était samedi. C'était samedi. Et je me promenais sur la plage, quand je me suis coupé le pied sur un coquillage. J'ai dit Manon, s'il te plaît, prête-moi donc tes gougounes. Je t'en supplie, ne me fais surtout pas la baboune. Oh, Manon. Je t'en supplie, oh Manon. Oui, je t'en prie. C'est comme ça pendant... Bref, c'était une autre des chansons du groupe qui a composé Le Feu sauvage. Jacques Chevalier-Longueuil. Bref, j'étais dans un groupe de tunes niaiseuses avant d'être dans RBO et c'est comme ça que les gens de RBO m'ont découvert. Et RBO a chanté cette chanson-là en show. Non, mais de façon personnelle, André, c'est un grand sentimental. On est tous des grands sensibles. Même Guy Lepage, qui a l'air d'un gars hyper baveux, c'est un gars très vulnérable, Guy. Deep down, c'est un gars qui est insécure, mais qui le camoufle avec beaucoup d'assurance. Beaucoup de confiance. Fait que, donc, c'est ça. Mais jamais on aurait fait un vrai sketch romantique ou même juste aller vers du sérieux, là, tu sais. Même Monsieur Caron, là, qui dit c'est Noël, ça, c'était un petit peu, c'était le plus loin qu'on allait se rendre dans l'émotion, mettons, là, tu sais. Puis c'était une improvisation sur le plateau parce que c'était en fin de journée, on faisait Monsieur Caron parce que ça demandait beaucoup de maquillage. Puis à un moment donné, j'étais avec Guy, puis il a dit « Hey, on est Noël! » Hein? Là, j'ai décidé de le faire avec un petit trémolo dans la voix. On est-tu Noël? Là, subitement, le sketch a pris une autre tournure. Là, après, avec Michel Poulette, on dit « Qu'est-ce qu'on fait? Quelle prise on garde? » Il dit « Non, ça, c'est bon. Ça donne un petit côté tristounet, c'est le fun. » Ouais. Fait que tu vois, mais il y a quelque chose de très triste dans ce personnage-là, dans Monsieur Caron. Il y a quelque chose d'incroyablement tragique, là. En particulier dans je sais pas si vous vous en rappelez, c'est sûr, mais moi, j'ai même écouté les mini-films. Pas de quartier pour Monsieur Caron. Un jour, mon prince viendra et vie de bureau. Et l'histoire de Monsieur Caron c'est drôle, mais c'est d'une tristesse sans nom, là. Un vieux monsieur exploité par sa bru. Tu sais, c'est très parodié là-dedans, mais il y a quelque chose d'excessivement tragique. Peut-être dans les plus grands personnages comiques, il y a ça aussi, là. De la tristesse beaucoup, là. Dans Monsieur Caron, on le sent, là. Mais ça vient Monsieur Caron, c'est un mélange de toutes sortes de monde. Tu sais, c'est le grand-père de Guy, c'est ma tante. C'est aussi, moi j'ai travaillé dans un centre pour personnes âgées. Comme mon premier emploi étudiant, c'était ça. J'étais réceptionniste, c'était juste des madames. Puis il y en avait beaucoup des perdus, tu sais. Et certaines qui étaient pas perdues, mais qui faisaient de la sclérose en plaques, ben ils venaient me voir à la réception. J'écrivais des lettres pour eux autres, en contact avec leur famille. Donc j'ai développé je dirais pas une complicité, mais beaucoup d'empathie. Quand j'étais jeune, j'avais hâte d'être vieux. Tu sais, comme mettons, là, j'ai 60 ans. Je pense, j'ai pas le goût de mourir, mais je suis content d'avoir 60 ans. Donc, c'est ça. Donc, les vieux, moi, ce qui m'étonne quand je me regarde jouer, quand j'avais 26 ans, jouer un vieil homme, ce qui m'étonne, c'est qu'est-ce que j'avais dans la tête à créer cette affaire-là. Fait que, mais je trouve ça, il y a quelque chose que je trouve, c'est de la comédie un peu tragique, c'est un petit peu de la tragicomédie, là, tu sais. Ouais. Mais il y a comme une couche que tu peux comprendre si tu veux. Tu peux écouter Monsieur Caron premier degré, puis c'est juste drôle parce que il met du cheese whiz sur ses cadres de fenêtre, puis il est perdu un peu. Puis si tu veux y réfléchir un peu plus, tu te rends compte que ce gars-là, il est vraiment laissé à lui-même. C'est un portrait de beaucoup de gens, de personnes âgées, malheureusement, de nos jours, qui sont un peu... mis dans un coin puis oublié. Regarde ici chez moi, là. T'es pas mal seul, hein? C'est juste cadré comme ça, mais ici, là, attention, là. On est dans un guichet automatique, là, ici. J'ai mis un mur de briques. J'ai mis un faux mur de briques que j'ai acheté chez Rona pour que ça ait l'air d'une maison. J'ai l'air de vivre quelque part, mais en fait, je suis coin Sanguinet, Ontario, à côté de la distillerie, là. C'est le fun comment il y a des...
En humour, en tout cas, nous, c'est peut-être parce qu'on a eu à écrire beaucoup. Fait qu'il a fallu aller fouiller pas mal dans nos cerveaux, là, tu sais. Mais des trucs qui viennent de nos vies. Même si c'est de l'humour, puis même si c'est pas une transcription mot à mot de quelque chose qu'on a pu avoir vécu. C'est juste qu'à un moment donné, tu t'es trouvé, tu sais, Yves a travaillé dans une résidence personnes âgées. Moi, ma première job, c'était un dépanneur. Mais à un moment donné, je me suis mis à écrire des sketchs qui se passaient dans un dépanneur, puis c'était du monde, des clients qui rentraient, puis c'était des conversations de dépanneurs, parce que moi, j'en avais vécu beaucoup, puis ça m'a inspiré. Puis on a tous eu des affaires de même, des personnages qui nous viennent de quelqu'un qu'on a connu, tu sais, et Guy, la première fois qu'on a fait une messe, lui, ça y était inspiré quand sa mère est décédée, le curé qui parle de sa mère, puis qui se trompe de nom, visiblement, il la connaît pas, puis il s'en sac, puis il va aller faire une autre messe pour une autre défunte une demi-heure après, puis on a fait une messe où le curé savait pas trop de qui il parlait, puis le monde qui était dans l'église savait pas trop quoi faire parce que les gestes, on les connaît plus, puis il faut que tu les fasses, puis tout ça, ça vient de quelque chose qui est arrivé à Guy, tu sais. Qui est arrivé. Puis après ça, on a fait peut-être 4-5 messes par la suite, puis c'est devenu Madame Bellavance, la chanteuse de Guy, qui fait encore aujourd'hui, puis tout ça. Puis toi, André, la famille d'autrefois, c'est quelque chose qui est proche de toi aussi. Là, exactement. C'est un univers qui ressemble un petit peu au climat qui pouvait régner, en exagérant bien sûr, mais chez nous, quand j'étais jeune, parce que mon père était très autoritaire, prenait beaucoup de place, puis tout le monde était là, genre faut pas trop l'énerver, faut pas trop le déranger, il va piquer une crise, tu sais. Ben moi j'ai fait des personnages avec ça, mais mon père s'est jamais reconnu là-dedans. Non? Pas du tout. Puis je me rappelle une fois, j'ai dit à la télé que ça m'avait été inspiré par mon père. Puis quand je suis retourné chez mes parents après, mon père était triste parce qu'il avait jamais réalisé que c'est de lui que je parlais. Puis je suis rentré dans la maison, puis il regardait à terre, puis il parlait pas. Mais en même temps, c'est un personnage qui est très drôle, tu sais, la tape au sucre, le chien l'aurions probablement mangé. Ben ça, c'est toutes des expressions de mon père. Qu'est-ce qu'on mange à soir? On mange la tape au sucre. On trouvait ça drôle, nous autres, de la tape au sucre. Puis, c'est où t'as l'affaire? Je sais pas, le chien l'a mangé. On n'a même pas de chien, puis il disait ça, tu sais. C'est ça. Mais c'est drôle que même textuellement, il y avait des expressions que lui employait dans le personnage, puis même là, il avait pas vu la corrélation. Mais ça doit être un bon personnage dans ce cas-là. Il a vu, la parodie était tellement bien ficelée qu'il a même pas vu le lien. C'était tellement loin de lui, pareil. Tu sais, ça se passait dans les années 20. C'est normal, ça. Il pouvait pas faire le lien, c'est sûr. C'est sûr. Puis comment c'est arrivé parce que là, t'as terminé une longue séance d'un souper presque parfait. Là. Ça a duré combien d'années? Combien de saisons? 10 ans. 10, quand même. 10 ans, bravo. D'ailleurs, bravo. Écoute, ce show-là, tu le portais, pas sur tes épaules. Le show est bien monté, bien ficelé, mais ça ajoutait tout, là. Tu sais, ce show-là, sans la bonne voix off, puis les bons gags, puis les bonnes questions. C'est drôle, ce show-là, comment c'est arrivé, parce que moi, j'avais fait 1 année et demie de radio avec Dominique et Martin à Radio Énergie. On remplaçait les grandes gueules. Puis en radio, quand tu remplaces quelqu'un, là, un gros hit, bonne chance, là, il y a bien des chances que ça dure pas aussi longtemps que les gens que tu remplaces. Puis bref, quand je suis sorti de là, j'étais down un peu, honnêtement. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Puis je me souviens que Yves m'avait dit, je te souhaite bientôt de tomber sur un projet qui te ressemble. Parce que souvent en radio, moi j'ai fait beaucoup de radio et j'ai jamais fait de la radio que je voulais faire. Parce que souvent, c'est les boss qui décident, le concept du show de radio, ça va être ça. Puis t'as beau essayer de dire, ouais, mais moi, il me semble que, non, regarde, c'est pas toi qui décides. Alors, Yves me dit ça. Je me fais offrir un souper presque parfait. Sur le coup, ça m'allume pas bien. Moi, les téléréalités, c'est pas quelque chose qui me fait triper tant. Puis, je l'accepte. Puis, finalement, c'est devenu effectivement peut-être l'affaire que j'ai faite tout seul qui me ressemble le plus. Quelqu'un qui me connaît puis qui regarde un souper presque parfait, là, il reconnaît mon ton, il reconnaît ma façon d'observer le monde puis ma façon de réagir à ce qui se passe. Fait que finalement, ça a duré 10 ans. Puis je trouve que c'est une belle leçon, entre guillemets, pour n'importe qui dans notre métier, de dire, regarde, je pense que quand tu fais quelque chose qui te ressemble, c'est là que tu as le plus de chances que ça marche. Que ça marche. Tu sais, tu fais pas de concessions, tu fais... Puis j'ai eu la chance, ça c'est extraordinaire d'ailleurs aujourd'hui, on en parlait un peu tantôt, j'ai eu la chance, moi à V, parce que j'ai fait 9 ans à V, 1 année à nouveau, pour moi j'appelle ça encore V, jamais personne n'a regardé mes textes. Jamais. J'ai fait et j'ai dit tout ce que je voulais, j'avais carte blanche. Et ça, carte blanche,
en télé au Québec présentement, là, ça n'existe plus. La raison pour laquelle on l'a eu, ça ressemble un peu au début d'RBO. On faisait 140 émissions par année. Il n'y a personne qui avait le temps de regarder 140 montages puis de faire des commentaires sur 140 textes. Fait qu'on faisait ce qu'on voulait. Et en même temps, ils nous faisaient confiance aussi. Ils ont bien vu qu'on savait où on s'en allait. Oui, c'est ça. Même chose pour toi, j'imagine. Même chose, c'est ça. C'est que autant de textes, personne n'aurait pu faire comme lire pour les super presque parfait, là, tout le monde n'aurait pas pu. Personne n'aurait pu cette cadence-là. Là. Excuse, on a un montage qui vient de rentrer, t'as 24 heures pour réagir. Ben non, excuse, j'ai pas le temps de réagir. Là, fait qu'on le faisait. On fait confiance. J'ai beaucoup trippé à le faire, honnêtement. C'est un projet. Je me suis investi totalement là-dedans. Puis, parce que ça m'a demandé. Comment ça fonctionnait? Toi, t'avais les tapes, tu l'écoutais, puis tu t'écrivais où tu voulais puncher là-dedans? Ouais, ben c'est ça. Je recevais un premier montage, un premier offline, un premier montage, que je commentais parce que souvent, je disais, bon, mais cette histoire-là, ils sont en train de jaser quelque chose à table, mais on sait pas d'où ça vient, il manque le début, ou, tu sais, bon, j'essayais d'arranger ça pour que ça marche. Puis après ça, bon, deuxième montage, et là, j'écrivais mes VO, puis je les enregistrais, puis en fait, c'est que tu avais quelqu'un qui jasait avec les participants, mais c'était pas, cette personne-là faisait pas l'humour, c'est les réalisateurs et réalisatrices, c'était une conversation, puis moi, je remplaçais les répliques de la réalisation par les miennes, mais là, ça devenait de l'humour, ça devenait du gag, mais en même temps, je voulais pas changer le sens de la conversation. Des fois, c'est facile, regarde, moi dire ça, puis il va avoir l'air fou parce qu'il répond une niaiserie. Non, moi, c'est ça qui a été dit, je vais respecter la conversation, mais je vais rentrer mes jokes. Ouais, je vais puncher dedans. Non, je suis bien content d'avoir fait ça. Je suis fier de ce que ça a donné, mais en même temps, c'était le temps d'arrêter. Pour moi, là, c'était le temps d'arrêter. Le show va continuer, là, puis c'est bien correct, mais moi, je... Oui, t'as senti comme un épuisement, ou tu sentais que t'avais fait le tour de cette idée-là un peu... parce qu'après 10 ans, j'imagine, c'est beau. Tu sais, ça fait combien d'épisodes, ça? Ah, c'est 1480, si je me trompe pas. 1480 demi-heures, mais non, mais c'est que, c'est un investissement de temps et d'énergie qui était énorme, parce que justement, on travaille comme on travaille, Yves le sait, là, je recevais pas les shows finis puis des textes écrits par quelqu'un d'autre, là, tu sais, j'étais vraiment dedans énormément. Fait que moi, je dis, bon, d'une année à l'autre, est-ce que je me rembarque dans cette espèce de marathon-là? Je te dirais que les deux dernières années, je suis sorti de là, puis j'étais à terre, là. J'étais physiquement à terre, j'étais pas psychologiquement à terre, mais j'étais tough, là, émotivement. Fait que là, OK, je pense que... Puis avec la pandémie qui a fait en sorte que le show est devenu beaucoup plus compliqué à faire. D'ailleurs, je sais pas comment ils vont faire pour tourner là, cette année. Là, j'en ai aucune idée. Je dis, OK, c'est le tour est fait. Ils vont faire comme Simon, ils vont envoyer des chicken dans ta maison. Ah, c'est ça. Ben, peut-être. Ça des fois, ça serait mieux. Hein? Ça se peut. On a vu certaines personnes cuisiner que j'aurais mieux recevoir chicken. Pour pouvoir le dropper où tu veux. Ah oui, Julien Bernatchez. Ouais, mais Julien Bernatchez, il a fait exprès. Tu sais, lui, c'est correct. Mais ceux qui font pas exprès, c'est autre chose. Oui et non. C'est-à-dire que il y a un petit côté psychotronique. Il y a un côté qu'il s'est vraiment fuck all. Peut-être aujourd'hui c'est moins pire, mais tu sais, mettons le château de saucisse, les choux-fleurs bouillis d'une Pabst, là. Honnêtement, à ce moment-là, j'espère qu'aujourd'hui il a appris quelques trucs. Non, il a pas appris, sais, j'ai parlé. Non, ok, bon. Mais il savait vraiment pas comment faire de la bouffe. Donc, tu sais, oui, c'était voulu, mais il aurait fait ça anyway. Oui. Il a pas forcé de faire ça mauvais. Ça aurait été ça de toute façon. Puis c'est pour ça que ça a marché, parce que les gens ont senti que sa démarche qui venait un peu... honnêtement, moi, quand je l'ai vu arriver, là, j'ai vu les premiers montages. Je vais te dire franchement, j'étais pas content. Je disais, il vient fucker le show, lui, là. Il vient mettre la marde dans le show. Il se fout de notre gueule. Puis à un moment donné, j'ai compris la démarche. Je disais, OK, puis le monde va embarquer, puis c'est correct, tu sais. Mais moi, j'avais effectivement un lien émotif très fort avec l'émission, ce qui fait en sorte que des fois, tu sais, exemple, les participants qui trichaient, moi, ça me mettait en maudit, j'étais pas content, puis il fallait que je me retienne. Tricher, genre, prendre des affaires déjà prêtes. Non, ouais, c'est ça, prendre des affaires déjà prêtes, faire croire qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Ouais. Ou donner des notes très basses pour gagner. Ça, moi, j'aimais pas ça. Mais en même temps, les gens qui donnaient des notes très basses, à part une ou deux exceptions, ça marchait jamais, tu sais, parce qu'il fallait qu'il y en ait des notes eux autres aussi, tu sais, puis s'ils cuisinent mal, ils gagneront pas. Mais c'est arrivé des gens qui cuisinaient très bien, qui ont triché, puis qui ont gagné. Mais c'est arrivé peut-être 2-3 fois en 10 ans. Pas pire. Mais j'étais vraiment pas content, là, tu sais.
Yves. Hey, moi, j'ai une question pour toi, André. Oui. T'as-tu suivi François Lambert, Big Brother Célébrité? T'es-tu fier de lui? Écoute, François, c'est François. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce gars-là. Puis je sais qu'il y a bien des gens qui l'aiment pas. Moi, j'ai connu François, la première participation à un souper presque parfait. C'est la première fois qu'il faisait de la télé. Puis il a fait ça tout à fait par hasard. Notre productrice, je pense que les enfants de notre productrice allaient à la même école que les siens. Puis c'est à cause de toi là qui fait de la télévision. Ben un peu. Mais sa première apparition, moi je l'avais trouvé fantastique parce que il venait d'être riche. Parce que lui, il a vraiment fait un gros coup d'argent. C'était un nouveau riche. Puis il y avait des comportements du genre... De nouveau riche. Fait que chaque affaire qu'il présentait à ses invités, il disait combien ça y avait coûté. Puis de où ça venait? Du poivre de Madagascar. Poivre de Jakarta, je pense. Puis de Jakarta. Il descend dans sa cave à vin, puis là, il monte une bouteille de Château Pétrus en disant, ben ça, c'est un vin qui a 96, une note de 96. En partant, lui, la note du vin était plus importante que ce qu'il goûtait. Puis il dit, c'est un Château Pétru. Un Château Pétru. Tu peux pas être plus nouveau riche que Château Pétru. Mais il m'a fait douter au point où j'ai contacté François Chartier, le sommelier, puis j'ai écrit, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque part dans le monde où les gens appellent ça le Château Pétru? Avant de faire mon gag, je veux juste être sûr que c'est pas moi qui est dans le champ. Puis il dit, non, regarde. Mais, tu sais, les gens l'ont aimé, il est revenu dans le choix du public, il est revenu, la 1000e émission a eu lieu chez lui, il nous a reçus de façon incroyable. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais c'est quelqu'un qui, tu sais, il dit ce qu'il pense, il a ses opinions, puis ses opinions font pas nécessairement l'affaire de tout le monde, mais il est de même, puis c'est correct. C'est une belle personne, honnêtement. C'est vraiment une belle personne. Oh oui, c'est juste qu'il est polarisant un peu pour certaines affaires. Tu sais, de faire du segway en chess l'hiver pour aller chercher des œufs. Il y a quelque chose de particulier de dire que tu peux faire une épicerie pour une famille pour 75$, mais tu fais ta capsule dans ta cuisine où t'as tous les condiments du monde. Mais le pire... Tu rajoutes un peu de sel, un peu d'huile. Ouais, mais j'ai pas de sel, j'ai pas d'huile. Le pire, quand il est venu, tout le monde en parle. Après cette histoire-là, du 75$ d'épicerie pour 4 personnes dans une semaine, on lui a fait une entrevue où on lui demandait le prix des trucs. Combien ça coûte une douzaine d'œufs? Combien ça coûte une pinte de lait? Il l'avait toutes. Il connaissait le prix de toutes. Moi, je suis pas capable de dire combien coûte une pinte de lait. Ben oui. Pas pire. Oui. Pinte de lait, mais faut que je me force un peu. Que mais tu sais, on y avait vraiment tendu des pièges et il savait tout. Autrement dit, quand il disait, moi, je suis capable de faire une épicerie avec 75$ pour 4 personnes, il est probablement capable. Sauf que ce qu'il dit pas, c'est qu'il utilise son miel qu'il a fait lui-même, il utilise ses œufs qu'il a fait lui-même, puis il compte pas dans le 75$. Tu te rajoutes de l'origan, puis du basilic frais, puis du persil. Comme, ouais, c'est le fun quand t'en as, mais sinon, il faut que je l'ajoute à ma commande, puis... C'est ça, quand on parle de quelqu'un qui a juste 75$ pour manger par semaine, il n'est pas over de condiments chez eux. Il n'y a pas une ferme à lui avec... Non, c'est ça. Non, c'est ça. Il va pas chercher ses œufs en segway sur son domaine. Mais à 75$, là, t'as du condiment à tabarouette, là. Je veux dire, t'as du poivre moulu. Il y a beaucoup de poivre. Tu peux en mouloir du poivre. Tu peux en mouloir. Puis si tu pognes la semaine où le craft dinner est en spécial, ben, tu peux t'arranger. Ben, j'aurais jamais cru qu'il allait avoir des batailles dans les épiceries pour avoir des boîtes de Kraft Dinner le printemps passé. Moi, j'en suis pas revenu. Ben, je me suis acheté des gants de boxe, puis je suis allé les chercher. Des gants de boxe? Des gants avec des studs, là. Si tu veux du Kraft Dinner, faut que tu y ailles plus Mad Max un peu, là. mais surtout qu'il y a une manière de faire du macaroni au fromage beaucoup moins cher, beaucoup plus délicieux quand tu sais un peu comment faire, mais... Que du Kraft Dinner, mais ça, regarde. Ça sera j'ai une anecdote de Kraft Dinner. Monsieur Caron m'a dit, apporte-moi une boîte de Kraft Dinner, mais garde la sauce. Moi, je mange juste les nouilles. Il achetait des boîtes de Kraft Dinner avec juste les nouilles. Ça, c'est ma tante. Ma tante faisait ça. Ma tante, elle achetait des boîtes de Kraft Dinner, puis elle me donnait la sauce. Fait que quand j'avais mon premier appartement, j'avais des tas de sauces de Kraft Dinner pour mettre dans mes pâtes, parce qu'elle avait juste la bonne portion dans la boîte. Dans la boîte. Donc, elle achetait ses nouilles. Elle aimait mieux acheter son Kraft Dinner dans des boîtes comme ça. Ah, ça, j'aime ça, ces affaires. C'est fou. Ça n'a pas cute pis triste, ça. Non, c'est pas cute. Non, c'est un peu cute. C'est parce que elle, ce boîte-là, ça fit parfait. Pourquoi j'essayerais autre chose? Ça marche, ça. C'est bon. Puis mon neveu, il est content, lui. Il a du Kraft Dinner jusqu'à la fin de ses jours. Quand il va être à 60 ans, puis il va vivre dans la rue, il va être content d'avoir des sources de Kraft Dinner. Puis toi, Yves, tu parlais tantôt de ton show solo. Moi... On sait pas trop dans quel ton. Moi?
Ouais, il y a comme un point d'interrogation puis Ouais. d'exclamation. Ouais. C'est comme un peu entre les... Tu le dis comme tu veux, en fait. C'est un peu... Exactement. c'est ça. Mais c'est venu... Parce que là, t'étais en tournée... Ça fait quoi, 4 ans, 5 ans que t'as commencé cette tournée-là? 2017, j'ai fait ça de 2017 à 2019. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'est venu de... Puis- parce qu'on était monté sur scène pour le spectacle de Toon. Quand on avait fait la version au Centre Bell, au Centre Vidéotron, on avait fait des sketchs. Tu te souviens, André, là, particulièrement le numéro avec la messe, avec les chansons religieuses, le medley religieux. Puis là, je suis venu faire Capharnaüm. Puis même en salle de répétition, on avait du fun à répéter cette affaire-là. Puis là, je suis dans la salle, le monde rit. Puis là, je suis là, hey, j'ai jamais fait de show solo. On dirait que j'ai eu la piqûre. Puis là, j'ai retrouvé des textes. J'avais commencé à écrire des textes plus personnels. Puis que je me disais, je vais peut-être faire une BD avec ça. Tu sais, des fois, en BD, tu peux te mettre en scène, avoir raconter tes propres histoires, puis tout ça. Donc, là, subitement, je me suis dit, hey, ça se raconte sur une stage. Fait que c'est né de même, là, le projet. Puis j'ai vraiment eu du fun. Et là, c'est sûr que j'ai pas envie de faire des spectacles virtuels sur Zoom, puis tout ça. Mais t'as vu, là, je recommençais déjà là, à roder du matériel, puis tout ça. Dès que c'est possible, je vais réessayer mon enfant un autre. À petite échelle, j'ai terminé ma tournée en faisant le Rosec. J'allais aux îles de la Madeleine, toute la Côte-Nord, dans des petites salles, le maximum de 200 personnes. J'ai eu du fun, là. Juste en novembre passé, j'ai fait l'émission Comédie sur mesure. J'étais à Longue Pointe de Mingan. C'était la dernière fois qu'on pouvait sortir de Montréal avant qu'on retourne dans nos maisons. Tabarouette que j'ai eu du fun. Le monde dans la salle aussi, là, tu sais, c'est comme... il y a cette espèce de communion-là, de la scène. Ça m'était jamais venu à l'idée, parce qu'on me l'a proposé. Dès la séparation d'RBO, il y a des gens qui m'ont proposé, Yves, veux-tu faire un show solo? Là, j'étais allé voir Michel Barrette à l'époque. Qui d'autre? J'avais vu 3-4 shows solo. Et là, tout le long, on me disait, j'ai-tu envie d'être là, tout seul? Puis non, ça me venait pas. Fait que c'est pour ça qu'un petit peu plus tard, j'ai fait un show avec Martin Drainville. J'ai fait Yves et Martin pendant 2 ans. Puis, mais l'idée de faire ça, un show solo, ça m'était jamais venu. Mais là, je sais pas, j'ai du fun. Je trouve ça le fun. J'ai déjà des idées pour des blagues. Ouais, ça, c'est toujours bon. Mais est-ce que... Des blagues de comédie ou des blagues d'humour? Des blagues d'humour, mais avec d'humour. des messages, avec des messages. Ah, Subliminal, là, quelque chose de... Non, pas subliminal, des vrais messages. Des vrais messages dans ta face. Mais c'est le fun d'être sur scène, puis c'est une affaire que, tu sais, on avait fait, nous, notre dernier show en 91. Toi, t'as fait Yves et Martin par la suite, mais quand on est remonté sur un stage, faut dire que c'était un méchant stage, là, à la place des festivals, c'était un peu intense. Tu passes ça fait presque 20 ans qu'on n'a pas fait de show à c'est le plus gros show que je vais faire dans ma vie. Là. Il y avait quelque chose de totalement surréaliste. Non, c'était fou. Il y avait combien de personnes? 100 000. 100 000, paraît-il. 100 000? Ouais, paraît-il. On avait les genoux mous quand on est Il y avait plus de monde que de ma ville natale. Moi, je viens de Chicoutimi, à peu près 80. Ben, comme si tout Chicoutimi puis une partie de Jonquière était là. Ah non, c'était fou. Puis on a vraiment trippé. Puis je suis content d'avoir vécu ce moment-là après toutes ces années-là. Je l'ai apprécié en tabarouette. De nous retrouver ensemble sur une scène et de faire le fameux show qu'on n'avait jamais pu faire avant, c'est-à-dire d'avoir un band en arrière de nous autres, d'avoir des moyens, des bobines de musique qui jouaient, là, tu sais. Fait que là, on était là, on avait le band en arrière de nous autres, on avait 100 000 personnes. Tu te dis, voyons donc, ça se peut pas. Et on a eu un fun hallucinant. Puis on avait juste un petit... Oui, t'as une nervosité, t'as un stress, mais c'était plus... Yeah, c'est le fun. On se regardait, puis on était juste bien contents de vivre ce moment-là ensemble. C'est un show, c'est gravé éternellement dans ma mémoire. Là. J'ai des photos de ça, je capote à chaque fois. Puis en plus, moi j'ai eu la chance que mes fils soient là. Mes fils m'avaient jamais vu sur scène. Mes enfants savaient pas c'était quoi RBO. Tu sais. Oui, ils connaissaient les sketchs sur DVD puis tout ça. Mais je peux dire que mes gars ont pogné quelque chose quand ils ont vu la foule. Quand ils ont vu ce que c'était, il y avait pas réalisé, tes gars, à quel point RBO était important dans le cœur des Québécois. Là. Tu sais, c'est comme une pièce de notre histoire. En tout cas, pour eux autres, c'était pas... Tu sais, ils l'avaient pas vécu au quotidien. Tu sais, quand on arrêtait en 95, mon plus vieux avait 7 ans, 8 ans. Tu sais. Okay. Il a joué dans des sketchs, fait que ça, c'est cool. Ça, c'est le fun. Okay. Il peut voir des sketchs dans lesquels il a joué. Il a fait Agace.
Oui, le grand Agathe. succès d'Agathe, c'était mon fils déguisé en fille. Vois-tu, on a transmis ça d'une génération à l'autre. Les couches bumpers, c'était mon fils. Il venait de naître, là. Il était tout bébé. Puis il a fait une affaire dans RBO Hebdo, là. Il allait voir le Père Noël. C'était toi qui faisait le Père Noël. C'est-tu moi quand du Trump-Gold? C'est-tu Trump-Gold qui était habillé en Père Trump Noël? Ça se peut, mais bref. Oui, mais Trump-Gold n'était pas la fée des étoiles. Ça se peut, mais bref. Ouais. Mais le pire, c'est ça. Ça, je trouve ça le fun. Mes deux fils sont des experts d'RBO, là. Tu fais tous pour un RBO, génie en herbe RBO, là, puis ils connaissent ça en tabarouette. Ça, je trouve ça le fun. Mais c'est ça, ils sont fiers aussi, parce qu'il aurait pu avoir le côté un peu... ben là, ils sont plus vieux, là, mais tu sais, ados de dire... sinon, c'est marre. Non, je pense que j'imagine qu'ils s'en sont servis de pogner des filles. Je sais pas. Mais... Mais là, ce que je trouve drôle, c'est que C'est une drôle de pick-up line. Mon père, c'est André Mon père est dans RBO. Hein, quoi? Mais là, mon fils montre du RBO à mon petit-fils. J'ai un film chez nous de mon petit-fils qui regarde Devine le mot. Il y a 4 ans. Il regarde Devine le mot, puis il est crampé, il trouve ça drôle. Ah, ça c'est puis mon fils vit à l'étranger, il est à Hong Kong. Fait que mon petit-fils, je le vois pas souvent, mais on se fait des FaceTime, comme on est en train de se faire là, on a des trucs vidéo. Fait que des fois, le FaceTime sonne, je réponds, puis là, c'est juste mon petit-fils. Il fait juste, c'est-tu Grassider? Il a aucune idée de ce qu'il fait. Il s'est fait dire, fais ça quand papa va être content. Fait que ça, c'est cool. Ça, je trouve ça le fun. Mais non, ça, c'est magnifique, ça. Puis, vous avez vu combien de shows, de groupes de scène? Parce qu'il y a eu Bête de scène, RBO. Y a-tu comme 2 tournées? Combien de il y a eu de spectacles. tournées? De spectacles. On a fait la première tournée qu'on a faite professionnelle s'appelait De spectacles. Puis c'était suite à notre apparition. On était passé au Lundi des AA, la dernière saison des Lundis des AA. Puis on avait monté notre premier spectacle professionnel. Et au bout d'1 an, c'est là qu'on a commencé à faire de la télé. Fait que notre première année de télé en 86, on continuait à faire des shows en parallèle. OK. En plus. À la fin, on avait encore des demandes pour faire des shows. Puis là, moi, je me souviens, j'avais dit, je regrette, mais moi, là, il y a un des deux que je lâche. Là. Je veux pas mourir. Là. Tu sais, genre, ça n'avait aucune espèce d'allure de maintenir ce rythme-là de travail. Là. Donc, mais avant, on avait déjà fait des shows moins professionnels, mettons. Tu sais. Les shows semi-professionnels ou semi-amateurs, un des deux. Ça dépend de quel bord tu regardes. Mais quand Bête de scène, c'est ça, c'est qu'on l'a commencé avant de faire la télé, et la télé nous a amené, veut pas, une popularité, de spectacle, une notoriété. De spectacle. Une popularité puis une notoriété qu'on n'avait pas. Donc, la tournée est devenue beaucoup plus importante, mais est devenue vraiment tout croche, parce qu'on pouvait faire, moi je me rappelle, là, une journée, on fait un show à Victoriaville, et le lendemain, on est à Joliette. Ce genre de tournée qui a pas de maudit bon sens là, parce que les shows on bouquait des shows entre des shows déjà bookés, fait qu'on changeait de ville, puis il fallait écrire. Quoi? Ils nous faisaient rester dans des hôtels, oui. Mettons, les producteurs, ils nous envoyaient dans des d'hôtels malfamés de Québec, en plein hiver, où la bise, le blizzard rentrait par les fenêtres. Puis là, après, ils nous disaient, non, pas le piché l'hiver, quand ils vont à Québec, c'est là qu'ils restent. Voyons donc, ils sont jamais restés dans ce trou-là. Je me souviens d'un hôtel, on a couché, je pense que c'était à Amqui, mais je suis pas sûr, mais je suis presque sûr que c'était moitié hôtel, moitié résidence pour personnes âgées. Oh, mon Dieu, ça c'est drôle comme mix. Il y avait des vieux qui se berçaient, puis nous autres, on restait là. Tu sais, ça avait pas de maudit bon sens. Et fallait faire une demi-heure de télé par semaine, en même temps qu'on faisait ça. Fait qu'il fallait, en plus, écrire nos sketchs. Puis ça, je pense que ça a été bon pour nous, parce que ça nous a aidé à cimenter notre façon de travailler, notre création. On écrivait des sketchs dans van en se rendant dans une autre ville. On était tous les 4 en arrière, puis d'un coup, il y en a un qui se mettait à chanter une tune, puis ça donnait un sketch où on chantait un medley de chansons rétro qu'on avait composé entre telle ville et telle ville dans l'auto. Tu sais, c'était vraiment... Je vais juste éteindre ma montre parce que je vais passer plein de textos de mon fils. Voilà. Oh! Fait que, ouais, c'est ça. La montre de Dick Tracy. Yeah! Technologie, ça sert la à rien. montre de Dick Tracy. C'est vraiment... Ben, juste te rappeler que t'es encore en train de manquer quelque chose de pas si important. Ouais, mais là, c'est ton fils, c'est important. Ouais, c'est important, mais oui. De façon générale, c'est la météo ou le François Legault qui regrette d'avoir dit qu'un loyer à 500$, ça se peut. Là. Mais il a dit qu'il a été mal interprété. Il a dit que ça pouvait coûter 500$ à quelqu'un par mois pour se loger, genre 3 personnes dans le même 5,5. Ouais, dans le même 3,5. Excuse-moi, mon code Kingston.
Mon Cochrane sonne, Puis? j'ai reçu j'ai un texto, il fait 32 degrés. Je pensais que Apple le texto, Ring. c'était lâche-toi, bisoune. Lâche ta graine, t'écoutes Lâche les ta gars qui graine. parlent. T'as une entrevue, lâche ta graine. C'est un reminder de lâcher ta graine. Donc, vous écriviez les sketchs pendant les transports, entre vos shows, vous reveniez, vous tourniez, vous repartiez vers un show. Fait que c'était juste infernal. Là. Moi, je l'ai trouvé rough, mais j'étais malade pendant cette année-là, puis ça a fini par m'atteindre émotivement. Là. J'ai fait comme un genre de burn-out. Tu sais, tu fais des shows, puis tu fais une série de TV, tu fais un burn-out en même temps. C'est pas une recette qui est très, très, très... Mais les gars ont été fins avec moi, fait que je suis un peu un Jonathan Drouin, je pense, à cette époque-là de ma vie, j'ai l'impression. Ça avait besoin d'un break, mais... Ouais. On était tous en train d'établir nos positions. Moi, la fin de la première saison de télé, là, j'en avais plein mon casse. Là. Moi, je suis parti en Europe là, pendant des mois. Oubliez-moi, les amis, là, on fait pas de show, on fait pas d'émission en septembre. Là, et puis ça, c'est que la deuxième saison, on a fait un spécial de Noël. Puis après nos émissions régulières débutant en janvier, on avait besoin d'un gros congé. Là, parce que Ouais, puis par inexpérience. Ouais, puis le fait que quand tout ça est arrivé, c'est arrivé, puis c'est arrivé gros. La popularité de RBO à ce moment-là, nous autres, on est passé on fait une émission par semaine à la radio à C'est quoi. Les gens reconnaissent pas tant que ça ben là, prends plus le métro parce que tu vas te faire suivre jusque chez vous, puis à 3 heures du matin, il y a du monde qui vont gagner dans la fenêtre pour te parler, là, ça m'est arrivé. Pire que ça m'est arrivé, là, mais bon. Tout ça pour dire que ça aussi, fallait apprendre à gérer cette espèce de nouveau statut, entre guillemets, là. C'est pas évident, puis c'était vraiment gros, là. T'sais, moi, j'ai vu des photos, là, les shows Arrête de boire qu'on faisait au Spectrum, qui étaient des shows qu'on faisait pour les gens en bas de 18 ans, donc c'était juste des gens en bas de 18 ans l'après-midi qui venaient nous voir. Puis là, j'ai vu un reportage à Musique Plus où tu as une file qui part du devant du Spectrum, qui tourne sur Bleury et qui descend jusqu'à René Lévesque, et c'est tout du monde qui attend pour nous voir en show. Pour le show. Tu fais, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Tu sais. Ça, il a fallu apprendre à gérer ça, je te dirais. Puis, est-ce que vous avez eu... parce que j'imagine que vous aviez surtout des fans commis là, qui vous aimaient, puis tout ça. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de haine pour... est-ce que vous avez reçu beaucoup de... Parce que vous avez quand même un discours qui était des fois assez tranchant ou qui pouvait faire grincer des dents. Est-ce que vous aviez des fois des lettres qui vous étaient envoyées ou tout ça? C'était-tu fréquent ou c'était plutôt dans le positif? Parce qu'il n'y avait pas encore de médias sociaux à ce moment-là. Ben, Ça serait un autre discours aujourd'hui. Non, mais c'est parce que notre première saison de télé, on s'était déguisé en pyjama. Tu sais, c'était un petit peu un clin d'œil au film des Beatles là, qui vivaient tout ensemble dans un même appartement. Fait que là, on était en pyjama dans une boîte de sardines. Puis donc, on faisait c'était un petit peu comme une parodie d'émission pour enfants. Donc, quand on disait « écrivez-nous », là, et boy, on se faisait écrire en tabarouette, là, tu sais. Donc, on était inondés de courriers. S'il y avait du hate mail là-dedans, j'ai jamais rien lu. Mais j'ai vu des photos de Madame Toudou, en tout cas. Oui, ça, j'ai vu, oui. C'était vraiment, c'était du monde qui envoyait les photos. Vraiment, je sais pas combien de centaines de lettres on recevait à chaque semaine, mais c'était assez phénoménal. Puis aussi, c'est qu'on riait du monde, on riait des personnalités publiques. La plupart du temps, admettons, tu sais, moi, je me souviens on a fait un gag hyper chien sur Pierre Flynn. Moi, j'étais un fan d'Octobre. Pierre Flynn, c'est mon idole. Tu sais. À un moment donné, je rentre dans un bar à Montréal, puis je le vois, il est au bar. Je dis, OK, je vais le voir. Hey, Pierre, excuse, il me regarde. Je dis, non. On est tous des fans. Prends-les pas personnels. C'est un gag complètement gratuit. On rit de nous-mêmes comme ça. Assez vite, le monde s'est rendu compte qu'on n'était pas des haineux. Il n'y avait pas de vendetta. C'était juste comme, tu sais, on rit d'une personnalité publique. Des fois, on savait même pas c'était quoi leur background, tu sais. Donc, ouais, t'as raison, les gens je l'ont pense pris que comme ça. Très rapidement, le public, peut-être un peu moins, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui comprennent pas que on ait pu rire de telle personne puis qu'on soit photographié avec dans un contexte X, là. Mais tu sais, nous autres, Lancer Compte, on aimait ça, là. On tripait comme une Christine malade sur Lancer Compte, puis on en a fait des parodies, puis des parodies, puis des parodies, puis très rapidement, je pense que dans le milieu, en tout cas, les gens ont compris que c'était pas personnel. Tu sais, tu disais au début de l'émission, tu peux pas rire de quelqu'un que t'aimes pas. Non. Ben, tu peux, ouais, mais ça marchera pas.
Ça fera Non, pas. ça paraît que c'est pas de la- c'est Il y a pas quelque drôle. chose quelque part qui marchera pas. Fait que souvent, quand tu as beaucoup d'affection envers tu sais, je veux dire, on a fait je sais pas combien de traductions de chansons des Beatles. On tripe ces Beatles, là. Tu sais, on a fait Ben, les bidules, là, c'était ouais, c'est essentiellement ça. ça. Là. On a fait des traductions de Beau Dommage. On aime ça, Beau Dommage, tu sais. Puis, fait que, mais ça pouvait créer des situations très, très particulières, tu sais. Moi, je me rappelle, on avait fait une parodie des Dames de cœur, les deux de pique, puis moi, je Les faisais deux de le pique. personnage qu'on appelait la petite grosse. Fait que, tu sais, je fais juste... Puis tout ce qu'on savait de ce personnage-là, c'est que dans la pub, on la voyait dire « Je suis venu aussi vite que j'ai pu. » Fait que moi, je rentrais dans la pièce, puis là, je disais « Je suis venu aussi vite que j'ai pu. » Puis là, tout le monde disait « Oh non, pas la petite grosse. Oh non, pas la petite grosse. » Puis là, t'as le personnage qui était mort dans le tombe qui se lève « Oh non, pas la petite grosse. » Ben, à un moment donné, cette personne-là, je me suis retrouvé face à face avec. Puis c'est une fille, c'est une comédienne, Viviane Pacal, qui fait du doublage. Mon fils faisait du doublage. Fait que là, je suis avec mon fils, elle est devant moi. Puis là, elle regarde mon fils, elle dit « Je connais ton papa. » Fait que là, mon gars, il était pas vieux, il avait 8 ans, 9 ans. T'sais. Puis elle dit « Il y a déjà ri de moi à la télévision. » Puis là, mon fils dit « La petite grosse! » La vérité sort de la bouche des enfants. Et cette fille-là, je me suis retrouvé, on est dans un mariage, puis on était à la même table, on a eu du fun, sérieusement. Là, puis elle a compris, tu sais, c'est des situations quand même assez gênantes. Et Yves, tu sais très bien lequel de mes deux fils a dit ça. Oui. Non, mais moi, j'ai l'épisode de Pierre Bertrand. Tu te souviens de la parodie de la chanson de Ben Pierre oui. Bertrand? Ben C'était d'une cruauté, mais c'est surtout parce que Pierre Bertrand et Francine Raymond, c'était des fans. Fait qu'à un moment donné, je suis dans un party, puis à un moment donné, Pierre, il prend part, il dit « Yves, il dit, je vous aime, là, mais sans niaiser, quand vous faites un gag, je peux te dire quelque chose, ça fait mal, hein. » Mais Il ça, dit, ça j'étais fait vraiment mal dans sur le le coup, temps. je dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Puis là, j'ai rien. Désolé, Pierre. Il y avait un c'est côté un peu... tu sais, être dans un sketch d'RBO ou, mettons, être au bye-bye, c'était un peu une consécration. Là, tu sais, j'imagine que, Ouais. rendu à un certain niveau, c'était un peu... Pour certains, j'imagine qu'il y en a qui le prenaient pas comme ça, mais il y en a sûrement une couple qui était un peu comme « Ah, c'est chien, mais hey, ils m'ont mentionné. » Il y en a qui le prenaient Ouais. comme ça, il y en a qui le prenaient moins bien, mais il y en a, tu sais, moi je me souviens plus c'était quel produit, mais il y a un commanditaire qui nous a fait parvenir les pubs à l'avance parce qu'il espérait qu'on en fasse une parodie, tu sais. Ça, c'est arrivé, là, tu sais. Fait que j'imagine que oui, quand tu faisais une parodie de pub, tant que tu disais pas que le produit c'était de la merde, ils pouvaient trouver ça drôle, là, mais quand tu disais que le produit c'était de la merde, peut-être qu'ils trouvaient ça poche, tu sais, je sais pas. Ouais. Ben, ouais, genre ultra marde, là, ou quelque chose que c'était vraiment... Marie-Denise Pelletier, méritait. elle m'a fait beaucoup rire parce qu'à un moment donné, Jean-Pierre Coallier était sur le plateau. C'est-tu Guy qui était là? Ouais, je pense que c'était là, moi aussi. Et vous, Marie-Denise, comment avez-vous réagi quand RBO a fait la parodie? Elle dit, j'ai pas trouvé ça drôle, pas en tout. Elle dit, ah non, vous avez pas trouvé ça drôle? Non! Ils m'ont traité de grosse, je trouve pas ça. Elle était d'une franchise. Non, elle est aucune, non. Je ferais pas semblant que je vous trouve Non. drôle. Mais en même temps, moi, je l'ai déjà dit à Marie-Denise, regarde, à la suite de cette parodie-là, je m'en vais au party de Joe Dolan. En rentrant, ma tante, la première affaire qu'elle me dit, moi, là, Marie-Denise Pelletier, je l'aime. Elle m'a fait écouter du Marie-Denise Pelletier toute la soirée. t'as payé pour, hein? Fait que tu vois, non, ce que je veux dire, c'est que ces disques se sont peut-être vendus aussi. Aussi. Par réaction. Mais quand j'ai joué dans Virginie, quand est-ce que je suis arrivé là? En 2001, je pense, 2002. Je me souviens que les premiers jours sur le plateau de tournage, il y avait comme des gens qui étaient un peu froids avec moi, puis ça me prenait du temps parce que nous autres, on les oubliait, nos sketchs, là, de qui on a ri, de qui on n'a pas ri à un moment donné. Là. Puis là, je me rendais compte, c'est vrai qu'on est dans tel sketch, on a ri d'elle, on a ri de lui, Finalement, ça a pris un certain temps avant qu'ils comprennent que, dans la vie, on est bien correct, puis en même temps, plus tard, on a fait une parodie de Virginie, tu sais, puis je jouais encore dedans quand on a fait une parodie, fait que, le lundi sur le plateau, c'était peut-être un petit peu plus froid, mais ça a été correct. Ça s'est réchauffé rapidement. Oui. Parce que là, vous êtes 40 ans déjà. Vous fêtez votre 40e cette année. Donc, 2021, c'est le 40e. Est-ce que, parce qu'il y a eu quand même plusieurs sorties de matériel exclusif, il y a eu des documentaires, les DVD, tout ça. Est-ce qu'il existe encore des sketchs d'RBO qui n'ont jamais été vus? Genre des archives que c'est pas sur les DVD, ça n'a pas été des documentaires, puis que vous allez comme nous... Est-ce qu'il y a des surprises qu'on peut s'attendre? Ça me donnait
Ben, c'est déjà commencé parce que sur Crave, il y a une série qui s'appelle RBO The Archive, où est-ce on présente justement des extraits de ces sketchs-là, certains qui ont été diffusés une seule fois, d'autres qui ont été diffusés mais qu'on avait diffusés sous une forme un peu montée. Donc, il y a des extraits qui ont jamais été montrés. Donc, ce projet-là, il existe déjà. Il est disponible sur Crave. Les gens qui veulent s'abonner, regardez ça. Ça s'appelle RBO The Archive. Mais on a des tas d'autres tapes dans la même situation. Parce que on a fait nos séries télé, puis très vite, on a fait des genres de les moins pires moments. On a fêté un premier anniversaire, puis on a fait un montage de ces choses-là, une version DVD. Et à chaque fois qu'on avait repigé le matériel, on retournait dans le DVD. On n'est jamais retourné dans ce stock-là de tape-là. Fait que oui, il y a encore des affaires qui sont là, mais c'est comme c'est quelque chose de le fun à présenter, mais faut retravailler, faut présenter ça avec amour. Oui, parce qu'il y a beaucoup premièrement, les références, dans certains cas, ne sont plus là. Fait que t'as beau montrer, je sais pas moi, une parodie d'annonces de fabricants de divans qui faisaient ces annonces lui-même, là, à un moment donné. Ça se peut que ça se tienne tout seul, mais ça se peut que non plus. Puis il y a aussi, tu sais, c'est du stock télé, ça veut dire que c'est du stock d'à peu près 35-36 ans. La façon de faire de la télé a changé aussi. Fait qu'au niveau montage, au niveau rythme, beaucoup au niveau rythme. Quand tu vois le rythme d'un sketch de 1986 puis que tu le regardes aujourd'hui, c'est c'est long. Embraye. Donc, dans RBO The Archive, ce que j'ai fait, c'est que des fois, il y avait des trucs qu'on faisait qui duraient 5 minutes, puis j'en ai fait une version de 2 minutes 15. Mais mon plus grand plaisir, c'est après, quand je les ai montrés à RBO, là, des fois, ils se rendaient même pas compte qu'il y avait eu du montage. Mais je veux dire, c'est dans un contexte, le projet, il est né dans le contexte de la pandémie, tu sais. Moi, genre, de façon spontanée, dès qu'on a été poignés dans nos maisons, là, j'ai regardé le show de stand-up à nouveau. J'étais avide de tout ce qui était humoristique. J'avais, tu sais, genre, à un moment donné, les nouvelles étaient tellement déprimantes, là. Oh, ouais. Donc, parce que c'était pas dans notre projet au départ de faire quelque chose d'aussi élaboré pour notre 40e anniversaire. Mais là, vu le contexte, dès qu'on a soumis cette idée-là, voulez-vous voir des archives de RBO, des extraits de sketchs qui n'ont jamais été diffusés? Ben, il y a eu un grand enthousiasme. Donc, c'est pour ça que ça s'est fait pour notre 40e anniversaire. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que justement, maintenant, avec ce type de chaîne-là, que ce soit Crave, que ce soit Netflix, il y a comme un code qui s'est établi. Les gens comprennent que, ben oui, tu peux regarder 20 épisodes d'une affaire qui date d'il y a 35 ans, puis c'est correct. Alors que si cet exercice-là avait été fait sur un diffuseur généraliste, mettons que ce soit TVA ou peu importe, je suis pas sûr que ça aurait été aussi pertinent, aussi le fun à regarder que dans un contexte où, OK, on s'assoit, puis on le sait que ce qu'on regarde, c'est ça. T'sais, exactement. Je me souviens, il y a à peu près une dizaine d'années, quand j'ai commencé un souper presque parfait, justement, m'en avait parlé. Je disais, hey, on pourrait-tu repasser des émissions de RBO? Puis je disais, hey, je pense pas que sur une télé généraliste intégrale, non. Ça marche intégrale, pas. Non. Il faut que ce soit un événement mis dans un contexte. Oui, il faut que ça soit comme ce que Yves a fait, remis en contexte, retravaillé. Toute notre première saison, on présentait des vidéoclips, Simon, en alternance avec les sketchs. L'émission a changé de formule 5 fois parce qu'on voulait faire comme à la radio. À la radio, on était assez quoi? Donc, on avait une plage musicale, on faisait un sketch. Une plage musicale, une autre, 2-3 tunes, on faisait un autre sketch. Là, on s'est dit, hey, à télé, les clips arrivaient. Musique Plus n'existait pas encore. Much Music. Là, on disait, hey, on va présenter des clips. Puis après les clips, on va faire des sketchs. À télé, ça marchait pas en tout. Là. Le monde switchait de poste pendant les clips. C'est pas ça qu'ils voulaient, ils voulaient pas avoir des clips. Donc, très vite, on a réussi, à cause que TQS était une nouvelle chaîne de télé, puis on a réussi à mettre tous nos sketchs dans la première demi-heure et les clips dans la deuxième. Ce qu'un diffuseur ferait jamais aujourd'hui. Non. Qu'est-ce que tu penses que le monde faisait après une demi-heure? Il switchait de poste. Ils s'en allaient. Ah oui. Fait que, donc, pour monter des trucs, pour aller chercher des éléments, tu diffuses pas des vieux clips de Glass Tiger, puis des Eurythmics, puis Michel Rivard, Jim Corcoran, entrecoupés de sketchs, puis une animation. Je me dis, écrivez-nous des lettres. Tu sais, genre, c'était...
C'est ça, tu vas chercher les Envoyez-nous une photo tout nu. Ben Ouais, oui. bon, Envoyez-nous des nudes. Non, Mais tu sais ouais, que on ce qu'on faisait, on lisait vraiment toutes les lettres qui nous étaient adressées. Souvent, quand on se faisait maquiller, on avait comme une boîte de chaussures, puis on lisait les lettres. On répondait une ou deux fois par année. On faisait imprimer une carte postale, on signait, puis on l'envoyait. Ben moi, ça m'arrive de temps en temps de rencontrer des gens qui les ont encore. Ils disaient, hey, j'ai votre carte postale de Noël de 88. de 88, puis maudit que j'ai trippé. C'est cool qu'on ait fait ça, mais Caroline, c'est la job, là, tu sais. Je pense avec le recul, on l'a fait instinctivement, mais des artistes qui font ça, c'est trippant, c'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Ben oui, parce que tu sens que en tant que spectateur, sentir que l'artiste a vraiment pris connaissance de ce que tu lui as dit, puis tu fais pas juste comme... Tu te sens unique, là, tu te sens spécial, même si c'est tout le monde qui a été répondu. Tu sens qu'il a pris le temps de Tu ne sais pas répondre, que les autres ont été répondus, tu penses que c'est non, juste tu veux toi, pas le savoir c'est ça. non Ben plus. ben le oui. déni est un endroit si confortable où vivre. Voilà. C'est la femme de Jean Béliveau qui répondait pour nous. Mais Jean Béliveau Tu faisait connais, ça. tu connais l'anecdote, hein? La femme de Jean Béliveau, je pense qu'elle rédigeait les lettres. Ouais. Mais à tout le monde. Tout le monde. Jamie Livou, je pense qu'il répondait tout le monde, puis personnalisait avec c'est merci, Michel, telle affaire. Mais j'ai entendu ça, puis ça, mais quand même. C'est wow! C'est mon ancien voisin, Jean Béliveau. Le premier appartement que j'ai eu à Longueuil, c'était au coin de la rue. Ben, en fait, maintenant, la rue s'appelle Jean Béliveau. À l'époque, elle s'appelait Victoria. C'était au coin de Saint-Charles et Victoria. Sylvain Larocque reste sur la rue, Jean Béliveau. Je suis Sylvain, très il est content rendu là, au nom lui. du club hockey canadien. Mais écoute, Le club hockey canadien est très fier d'être... très fier d'être club de hockey. Écoute, moi, j'ai vu Jean Béliveau ramasser ses feuilles. Il y a des affaires que ça fit pas ensemble. Il était super fin, là. Tu passais devant, tu jasais avec, il arrêtait de ramasser ses feuilles. Puis là, il jasait, ça devait y prendre 2 jours ramasser juste son devant de maison parce que tout le monde arrêtait pour y parler. J'ai vu aussi Jerry Boulet tondre son gazon en bedaine. Ça aussi, c'est pas Ah! Ouais, à Longueuil ça, c'est aussi. drôle, ça. Il habitait à Longueuil. Je suis celui qui tombe devant chez lui à grand coup de tondeuse. À grand Il coup de chantait tout le taureau. Vous m'avez monté une belle grosse pelouse. Tout le temps en train de modifier tes tunes en lien avec le jardinage. Mauvaise arme, mauvaise arme! Mes pelouses passent plus dans la porte. Mes pelouses, là. On l'a. Vois-tu, c'est La ça. pelouse Mes pelouses passent plus dans la porte. Tu viens de vivre un brainstorm RBO, tu sais. Il y a eu 4 tentatives. Non, mais ça finit c'est par pas Jerry qui a pelouses. chanté. La troisième, ça va. La quatrième, ça va. C'est pas Jerry qui a chanté celle-là. Ouais, c'est vrai. C'est C'est Breen? C'est Breen Leboeuf. C'est Brain. D'ailleurs, anecdote. Green Ah, Leboeuf. tu sais, quand on fait des fois en direct de l'univers, tout le monde se ramasse sur un même plateau pour faire une surprise à un artiste et c'est le temps d'échanger avec ça. Donc, j'ai passé une journée, c'était un paradis où Brain m'a raconté sa vie et toutes ses anecdotes. Puis là, j'ai dit, Brain, faut que t'écrives ça. Il disait, ah, il y a plein de monde qui me demande ça, Yves. Non, moi, j'écris pas. Ben. Tiens, c'est mon cadeau, je te l'ai compté. Ah, c'est vraiment... Il doit en avoir vécu des papiers, ça, Breen. Ben, lui, il vient de l'Ontario francophone, puis tu sais, genre, Ouais. d'un milieu particulier, toute la musique des années 70, comment qu'il était L'autre, c'est Michel Lamotte. Michel Lamotte, oui. Michel Lamotte qui a travaillé, qui était dans Offenbach aussi Corbeau, puis que sur le tournage de Camping Sauvage, il venait me chercher chez nous à 4 heures du matin pour m'amener sur le plateau. De quoi tu penses que j'y parlais, moi, chaque matin? Michel, conte-moi tes histoires des années 70. Eh boy. Et il y en avait, hein. Il Très partait. drôle. Ouais. Hey, voulez-vous que je partage une anecdote de Jerry Boulet? Vraiment. Ben Ouais. oui, c'est sûr. Comment je pourrais dire non à ça? Je pense que c'est le premier gala de la disque qu'on a fait. On était, tu sais, quand on était voté révélation de l'année. Fait que je pense qu'ils faisaient une perfo, eux autres, nous autres aussi. D'ailleurs, on faisait un numéro pendant ce gala-là. Et moi, je me ramasse aux toilettes. Je suis à côté de Jerry Boulet, puis on commençait dans le milieu. Fait que n'importe qui qu'on rencontrait, on n'en revenait pas trop d'être à côté, là, tu sais. Fait que là, je me rends compte que je suis en train de faire pipi à côté de Jerry Boulet. Puis là, à un moment donné, il finit de faire pipi, il sort zip, puis il me regarde, il dit « Hey, t'as beau à secouer comme tu veux, la dernière goutte, t'auras tout le temps des culottes. » Une vérité Une absolue. vérité de Jerry Boulet qui date de 1985 et dont je me souviens encore parce que j'étais comme, qu'est-ce qu'il vient de me dire là, lui? Et oui. Tu devrais te le faire tatouer dans le bas du dos. Oui, genre de... la pensée. Et Peu oui. Voulez-vous une importe anecdote comment de ça boule secoue. noire? Non. Des surenchères de chanteurs morts. Ça Mais va tu sais, être la écœurant. gang d'Offenbach qui disait tout le temps, là, on n'en veut pas des fruits. Il y avait tout le temps des fruits dans leur loge, puis on mange pas ça veut de la des bière. fruits, On mange nous pas autres. ça. On mange de la bière. de la bière. On mange de la bière.
Mais en même temps, Jerry sait de quoi il parle. T'sais, au nombre de bières qu'il a bu, il a dû pisser pas mal. S'il dit Ouais, que la dernière ça. goutte va toujours dans les pens, probablement qu'il qu'il a il sait testé de quoi il cette parle. théorie. Mm. Il sait de quoi il parle. Parce que ça Ouais. buvait de la bière, ça. Puis- C'est Danny Turcotte, une année qui racontait qu'il était serveur à Jonquière. Puis Jerry Boulet, il avait servi quelque chose comme pendant une soirée de genre, il y avait un spectacle dans un bar, puis Jerry était là comme spectateur. Puis je pense qu'il avait servi. Puis il avait raconté ça, tout le monde en parle, quelque chose comme 16 bières. Ah, Tu sais, 16 bières Ah. pendant une soirée, là. Tu sais, des bouteilles. C'est comme 16. Hey, assez parlé des vieux, là. Hey, on bitch Fouki. On bitch Fouki. Hey, loud pareil. Hein. Oh oui. Je sais pas s'il il a déjà vécu une brosse, il a peut-être pas encore l'âge. Mais, Il est très sympathique, Fouki. Sûrement, Très ben sympathique. oui, j'ai aucun doute là-dessus. Je l'ai jamais rencontré, mais je l'inviterai maintenant à manger un Ouais. hot chicken. Un chicken. Pourquoi pas? Hey, bien sûr, notre épisode tire à sa fin. Mais bon, c'est le moment que d'habitude je réserve aux plugs. Alors, si vous avez des projets qui s'en viennent, des choses que vous voulez parler, ou même des affaires qui vous appartiennent pas, que vous avez découvert dernièrement, que vous voulez plugger, c'est le moment. Yves, t'es en train de roder du nouveau stock, tu te promènes... Ouais, non, pas de ça. Non, ça Non, va pas être- Moi, j'ai eu ma première dose Non, mais de ça va être un vaccin. rodage de show, mais je parle que tu te promènes dans les bars, tu commences à tester des patentes, puis... Non. Non, ok, je pensais que tu disais ça tantôt, juste. Non, j'attends qu'on soit immunisé. Ouais. OK. Déjà là, Parce que- je te trouve proche. Non, mais Parce mais qu'il y a je veux des soirées qui existent, là. je sais, mais quand le contexte va reprendre de façon un peu plus normale, j'ai pas un urgent besoin. OK. Mais tant que ça va être le temps, je Tu suis vas être là. prêt. Je suis en train d'écrire du matériel, j'écris toutes sortes d'affaires. On est quelle date, là, présentement, Simon? Là, écoute, on tourne, on est le 29 avril. Ça devrait passer comme dans à peu près 2 semaines, tu sais, genre mi-mai, là. Mi-mai. Troisième À la demi, mi-mai. peut-être. Bon, ben, tu regarderas nouveau dans un lundi soir bientôt. Ouais. Il va y avoir un spécial télévision. Il y aura de quoi? Oui, Il va y avoir un, Ouais. il va y avoir un spécial télévision. Ouais. OK, Ouais. parfait. Fait que- On n'en dit pas plus. On reste C'est ça, l'amour, facilement. c'est l'amour dans le pré avec des animaux. De toute beauté, c'est De là tout, et il y en a des gays. Oui. Oui, ça fait très lundi, vers 7h, j'imagine, là, quelque chose de Exactement. prime time pour la famille. Quelque chose là. de même. Ouais. Ouais. Excellent. OK, ben oui, c'est sûr qu'on va regarder ça. C'est la nouveau. semaine des 4 Judy. Ça va être la semaine des 4 Judy avec Judy Richard. Et c'est Ah, trois vous savez filles, c'est pas les ça? 4 Judy. Même Ça mon va être chien écœurant. l'a trouvé drôle. Le chien, Le chien, ouais, Même le j'approuve chien ce l'a gag. trouvé. Ouais. C'est la seule fois qu'il a jappé tout le podcast. Ça Ouais, doit ben, vouloir c'est pas dire une quelque chose. Je grosse pense qu'on ne sait pas, les jappeuse. gars. Penny Lane n'est point jappeuse. Juste quand c'est important. Elle comme m'a dans- entendu dans ce rire, cas-là. elle a dû dire qu'il se passait de quoi d'important. Ça l'a excité. Ça l'a excité. Puis, Voilà. puis toi, André, là, c'est pas parce que parfait, c'est terminé. Terminé, Est-ce que t'as moi, d'autres projets qui s'en viennent, de quelque chose que tu veux nous parler? Ou, Je te dirais que pour la première fois de ma vie, je n'ai pas de projet et c'est voulu comme ça. Moi, j'ai décidé que j'allais prendre une semi-sabbatique, ce qui est très symbolique dans la mesure où je suis quand même, sur tout le monde en parle Tout à le monde 3 en parle. semaines, puis c'est une job, là. Mais pour l'instant, j'ai des projets dans ma tête, mais pour l'instant, ils sont juste dans ma tête, sauf un qui a été déposé, mais que je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, idéalement, cet été, je me pogne le beigne et Bien, j'essaie ça. de le faire diminuer, le beigne. Et, en mangeant moins de beignes. Puis en bougeant plus un peu, là, ça fait... Bah, écoute, Au golf, joues-tu au golf? Oui, je joue au golf. Bon, ben ça start, là. Ben c'est ça. Là, ça fait 10 ans que j'ai pas joué. Il y a 10 ans, j'étais avec mes partenaires de golf, puis je leur ai dit bon ben je viens de recevoir une proposition pour une série de TV. C'est jusqu'en décembre, fait qu'on se revoit l'an prochain. Puis ça fait 10 ans que je les ai pas vus. Fait que là, faut que je réapprenne à frapper des balles de golf. Ça va être vraiment, c'est un défi là pour moi. Là, c'est un gros défi. Je vais mettre toute mon énergie là-dessus. Mais normalement là, je me dis que dans une couple de mois, ça va commencer à me titiller, puis je vais être plus concret dans mes affaires. Mais là, ça me fait vraiment du bien d'être juste comme... C'est correct de s'ennuyer Mollo. un peu. Ben, pas de s'ennuyer, mais tu sais, de se laisser désirer par. Ben, la c'est vie et surtout le que c'est pas karma, mon là. genre. C'est vraiment pas du tout mon genre de pas faire grand-chose dans la vie. Puis fait que je veux me l'essayer. teste. Ça me fait du bien. C'est comme un nouveau projet. C'est mon nouveau J'essaye projet. ça, rien c'est ça. crisser. Hein? Non, mais c'est ça. J'essaye ça, rien crisser. C'est Ça très va bien. bizarre. C'est vraiment pas dans ma nature. Je suis tout le temps en train de mener 2-3 projets à temps plein de front. Puis là, mais je dirais qu'après 10 ans d'un souper, ça c'est peut-être nécessaire aussi. Là, Ben, c'est tout mérité. Je pense que personne ne va t'en vouloir de pouvoir profiter un peu de la vie, M'en des veux pas terrains non de golf. Surtout que là,
on va commencer à pouvoir peut-être se revoir puis faire des shows devant du monde un peu. Tu sais, j'ai commencé à en faire un petit peu dans la dernière semaine. Ben oui. Je peux vous dire une chose que même si les salles sont très loin d'être pleines, puis c'est normal, tu sais, avec les masques et tout ça, le monde sont calissement contents d'être là. Moi, je pense Masque, que pas masque, je ils pense s'en qu'on va foutent. virer quand tout ça va être terminé, parce qu'il y a bien des gens qui pensent que ça ne sera pas terminé et que c'est un gigantesque complot, mais quand ça va être terminé, Ouais. je pense qu'on va collectivement en virer une tabarnak. Je pense que oui. Pense Je pense que c'est Tu déjà... fais Il y a une comme autre des... prédiction? Vas-y. Une autre prédiction au niveau de l'humour, au niveau des sujets. Il y a des tas d'affaires qui, présentement, là, sont tabous dans les médias sociaux, dans les médias traditionnels. Mon feeling. Moi, j'ai hâte d'entendre les humoristes parler de ça, d'affaires dont on parle nulle part. Puis qu'à un moment donné, je sais très bien que dans l'acceptabilité sociale est beaucoup plus grande que ce qu'on nous impose présentement dans les médias traditionnels. Et j'ai l'impression que c'est par la scène que ça va se passer. Puis qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont générer d'énormes revenus de vente de billets avec du contenu qui correspond à ce que le monde veut aussi entendre. Mais Alors, je pense qu'il y a moi, je aussi trouve un qu'il y a côté... il y a un bout présentement où moi, je suis en accord avec des tas de choses, mais des fois, la façon dont les choses sont imposées, la façon dont c'est fait, des fois, ça me rappelle, j'ai des échos, des affaires qui sont passées dans le passé. Tu sais, l'histoire, hein, on dit qu'on veut réécrire l'histoire. Mais des fois, dans l'histoire, il y a des moments qu'il ne faut jamais oublier. Jamais. Comme il ne faut pas oublier ce qui se passe aujourd'hui, tous les changements importants qui se passent aujourd'hui. Alors, j'ai comme l'impression que dans l'humour, il y a quelque chose qui va se matérialiser dans ce sens-là. Mon feeling. Ben, je pense que oui, puis ça, t'as raison dans le sens que, avec tout ce qui nous est arrivé et qui nous arrive encore pour un certain temps, je pense qu'on va avoir relativisé certains points que des fois on mettait bien de l'emphase sur c'est donc dramatique de parler de ça, puis sans le dire comme ça, d'un côté de ouais, mais câlisse, c'est quand même moins pire que ce qui est arrivé. C'est un genre de hey, c'est vrai qu'on peut-être qu'on encule des mouches un peu, puis ouvrir la porte à des sujets, comme tu dis, qui étaient tabous ou mettons pas très très mainstream, mais qui vont être plus faciles d'aborder après ce qu'on a vécu. Et aussi, c'est que la parole est donnée maintenant à toutes sortes de monde qui étaient dans l'ombre. Admettons, comme moi, là, te dire à quel, le Richardson Zephyr que j'ai rencontré dans un show à Edmonton il y a 2 ans. Puis là, il est en train de briller. Puis là, tu vois toutes sortes de monde qui sont en train, en humour, de prendre leur place, de raconter leurs histoires. C'est ça qu'il faut. Mais aussi que ces gens-là parlent des sujets, de tous les sujets, là. Et que tout le monde puisse s'échanger, c'est ça. C'est mon petit côté peace and love. Non, mais je suis absolument d'accord avec toi. Un gros merci à nos commanditaires, le traiteur Olive Orange pour le délicieux dîner, Coureur des Bois pour le délicieux breuvage. Il y en a plus. Puis surtout, merci les gars, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de vous jaser. Yves, André, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans une salle. Quand les affaires seront parties, je vous enverrai des billets, venez voir mon show. Plaisir. Voir votre enfant illégitime. T'es une machine, c'est une machine sur scène, Simon. Oh, t'es fin. Vraiment, non. T'es d'une efficacité redoutable sur un stage. C'est très, très organique. T'as un delivery organique, incarné. T'es vraiment excellent. Bravo. Ben, mon chien, très plaisir. Ben, le chien, Pénéline est d'accord. Ça peut pas être démenti, là. J'aime juste quand c'est vrai. Puis Yves, je te renvoie le compliment. J'ai vu ton show, j'ai passé une super belle soirée. Puis si t'as besoin d'un coup de main ou que ça tente de brainstormer avec quelqu'un sur des affaires, tu m'appelles, ça me fait grand plaisir. Je t'appelle tout de suite. Ça serait bon, j'ai Yves sur l'autre ligne. Bye tout le monde. OK, bye. Hey. Merci tout le monde. On est sur Patreon maintenant, les bons dimanches. Vous pouvez vous abonner. Il y a toutes sortes de gammes d'abonnements. Vous avez du contenu exclusif pour les membres Patreon. Abonnez-vous. Patreon/les bons dimanches. Très simple. Abonnez-vous pour nous aider à amener ce podcast encore plus loin. Merci à Mathieu Bellé, à la réalisation. Merci à vous de nous écouter. Partagez, likez. C'est comme ça qu'on aime ça. Bon appétit et bon dimanche tout le monde. Bye bye.